messieurs, bonjour. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans ce programme dénommé l'ASPAD Séminaire, organisé par le laboratoire d'analyse des sociétés et pouvoirs Afrique Diaspora, l'ASPAD, qui est affilié à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Ce laboratoire s'affirme comme un haut lieu de réflexion et de production scientifique en sciences sociales, à la croisée de plusieurs disciplines. Sa vocation première réside dans l'analyse approfondie des mutations contemporaines qui affectent les sociétés africaines. Le LASPAD se consacre à l'analyse de problématiques fondamentales telles que les défis démographiques, la transition écologique, les problématiques liées au numérique, aux politiques publiques, à la sécurité humaine, entre autres, tout en aspirant à proposer des réponses innovantes et adaptées à ces enjeux complexes. Le laboratoire sera également un espace de dialogue scientifique en favorisant l'interdisciplinarité, mais aussi en rendant accessibles les savoirs produits par ces chercheurs sur les thématiques phares qui structurent ces axes de recherche. À cet égard, le programme l'ASPAD Séminaire s'inscrit pleinement dans cette dynamique. À cet égard, il constituera une plateforme propice à la production et à la diffusion de connaissances en permettant aux chercheurs de divers horizons de présenter leurs travaux et d'enrichir le débat public. C'est avec donc un grand plaisir que je vous accueille à nouveau pour cette série de séminaires consacrés aux politiques d'emploi des jeunes du Sénégal. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le deuxième séminaire qui nous invite à une réflexion essentielle autour de la question suivante. Quelle politique industrielle pour un impact maximal sur l'emploi des jeunes, focus sur les filières à fort potentiel? Dans un contexte où le chômage des jeunes demeure une préoccupation majeure, l'industrialisation apparaît comme un levier stratégique pour favoriser la création d'emplois qualifiés et durables. Mais quelles orientations stratégiques l'État doit-il privilégier? Quel secteur présente les meilleures opportunités en termes d'employabilité? Comment assurer une adéquation entre les compétences et les besoins des filières industrielles émergentes? C'est pour répondre à toutes ces questions-là, nous avons l'honneur de recevoir le professeur El Hadj Mounirou Ndiaye, dont les travaux de recherche s'intéressent particulièrement aux questions d'emploi. Son récent ouvrage « Chômage au Sénégal, problématiques et pistes de solutions » publié en mai 2024, constitue d'ailleurs une contribution majeure à la compréhension des dynamiques du marché du travail. El Hadj Mounirou Ndiaye est un enseignant-chercheur à l'université Iba Der Thiam de Thiès, où il a été chef du département des sciences économiques et de gestion, puis vice-directeur de l'UFR Sciences économiques et sociales entre 2010 et 2016, spécialiste de l'économie industrielle, de l'économie numérique et des partenariats publics-privés. Il dirige actuellement le Centre de recherche interdisciplinaire en économie et société de Thiès, CRIEST. Il est aussi secrétaire général du réseau des universitaires du tourisme. En septembre dernier, il a été nommé ministre conseiller et dirige le bureau de suivi et d'évaluation des politiques et programmes publics à la présidence de la République. Nous sommes donc ravis et privilégiés de bénéficier aujourd'hui de l'expertise du professeur Ndiaye et je suis convaincu que ces analyses apporteront un éclairage essentiel à nos débats. Je vous invite donc à prêter une oreille attentive à son intervention d'une quarantaine de minutes qui sera suivie d'une série de questions. Donc, merci à tous pour votre attention et sans plus tarder, je cède la parole à notre invité. Professeur, la parole est à vous. Voilà, merci beaucoup, cher Mohamed. Bonjour à tous. Donc, la présentation a été très fidèle à mon profil. Peut-être qu'il y a des éclaircissements à faire parce que le CRIEST n'est pas encore mis en place et que nous sommes maintenant absorbés dans nos activités gouvernementales. Mais c'est toujours un plaisir de venir partager avec le monde scientifique parce qu'à la base, nous sommes enseignants-chercheurs. Et nous sommes également dans un laboratoire de recherche qui s'appelle le CREFAT déjà, le Centre de recherche en économie et finances appliquées de Thiès, avec le professeur Latif Dramani, et les collègues professeur Ibrahima Thiam, El Hadj Alioune Camara, Yoro Baldé, et nos collègues même de lettres, parce que le laboratoire est un laboratoire interdisciplinaire qui accueille beaucoup de monde. Donc c'est toujours un plaisir de venir partager. Donc le thème qui nous est donc proposé aujourd'hui recoupe effectivement avec nos compétences parce que
Nous avons focalisé la plupart de nos études sur les dynamiques industrielles, ce qui nous a valu quand même d'avoir publié spécifiquement pour le Sénégal, parce que la problématique du développement du Sénégal nous a beaucoup préoccupés depuis que nous sommes rentrés, après le doctorat, à partir de 2009. Donc nous avons publié 5 ouvrages consacrés exclusivement à l'économie sénégalaise, mais dans chaque ouvrage quand même il y a des aspects de généralité qui touchent le monde entier, qui touchent l'UEMOA, la CEDEAO. Donc, le premier ouvrage c'était sur l'économie sénégalaise, enjeux et problématiques. Le deuxième c'était sur la Sonatel. Et là je vais faire une parenthèse pour parler de chômage, parce que quand dans un pays la distribution primaire des revenus consacre beaucoup de profitabilité à certaines entreprises, ça laisse peu de marge pour créer d'autres salaires ailleurs. Je m'explique, parce que le groupe Sonatel représente 9 à 10% du PIB du Sénégal, mais n'emploie pas 10% des Sénégalais. Il n'y a que 4600 permanents à la Sonatel. Peut-être il y a les emplois directs qui se chiffrent à 100 000. C'est tout. Donc si 10% du PIB du Sénégal concerne une entreprise qui n'emploie même pas 4600 personnes, vous voyez la profondeur même de cette problématique de répartition des revenus. Donc c'est pourquoi j'ai fait la parenthèse. J'ai écrit sur la Sonatel, c'était pour effectivement, en 2010, au moment où on parlait de surtaxe, rappelez-vous, sur les appels entrants, de l'intervention de Global Voice, vous vous rappelez de ça, et de l'intention de l'État sénégalais de vendre 9% ou 10% des 28% de parts qui lui restaient à la Sonatel. Nous avions dit que l'État pouvait faire tout ce qu'il voulait, mais il ne fallait pas fragiliser cette entreprise principale qui est au cœur de notre processus d'adaptation à la révolution numérique. Rappelez-vous qu'en 2010, on avait pris un certain nombre de mesures, introduit une surtaxe, faire contrôler les appels entrants et ainsi de suite, mais effectivement, ça allait avoir un impact sur la dynamique de l'entreprise Sonatel, qui est l'entreprise la plus cotée en bourse au niveau de la BR20, Bourse régionale des valeurs mobilières de l'Afrique de l'Ouest, et c'est l'entreprise également qui est l'entreprise la plus performante de télécommunications, la plus performante en Afrique subsaharienne, derrière l'Afrique du Sud. Le Sénégal. Donc il ne fallait pas casser cette dynamique-là. Aujourd'hui, si le Sénégal a cette résilience par rapport à la révolution numérique, c'est parce que tout simplement on a eu une entreprise qui a eu le savoir-faire nécessaire, qui a les avantages technologiques comparatifs nécessaires pour nous aider à avoir cette dynamique télécommunicationnelle qui supporte aujourd'hui la révolution numérique. Donc il ne fallait pas la fragiliser, même s'il faut réfléchir effectivement sur comment cette entreprise-là doit de plus en plus impacter la dynamique industrielle du Sénégal en termes de création d'emplois. Donc ça, c'était une parenthèse. J'ai publié également un autre ouvrage sur le bilan un peu du PSE en 2016-2017. C'était Économie du Sénégal, revue analytique transversale. Ça me permettait de partir du PSE et de voir l'économie sénégalaise en général et de faire une ouverture vers la dynamique communautaire avec la CEDEAO, les questions que pose la monnaie. Parce que généralement, on aborde les questions d'industrie et d'emploi sans évoquer cette question-là, qui est une question fondamentale qu'il faut trancher pour pouvoir voir comment effectivement financer les dynamiques. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas un hétérodoxe ni un orthodoxe. Hein. Je suis dans le pragmatisme idéologique. Donc moi, je ne me définis pas comme un hétérodoxe. Peut-être que je suis plus proche des hétérodoxes parce que je suis contre le capitalisme sauvage. Je suis contre la dynamique d'économie de marché non régulée. Mais sur cette question monétaire, il importe de s'arrêter. Parce qu'aujourd'hui, le fait qu'on n'ait pas d'autonomie monétaire, qu'on n'ait pas de marge de manœuvre sur le plan de la politique monétaire, nous empêche d'avoir un système financier adéquat qui nous parle, un système financier qui correspond à nos objectifs d'industrialisation. Je me suis amusé un jour dans une conférence à dire que pourquoi l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, avec 59% de contrôle du pétrole mondial, fait un cartel et manipule comme ils veulent, avec moins de 60%, et manipule les prix et les quantités comme elles veulent. Alors que le cacao, qui est un produit pharmaceutique très prisé à l'échelle internationale, est produit à 75% dans la CEDEAO, parce que 39% en Côte d'Ivoire, 21% donc au Ghana, 5% au Nigeria, 5% au Cameroun, 5% au Gabon, ça fait 75% produit entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Pourquoi ces pays-là ne peuvent-ils pas créer un cartel? Mais c'est parce que tout simplement, nous ne maîtrisons pas la logistique et les finances pour exploiter ce cacao-là.
Parce que les grands bateaux qui transportent ça, les grands groupes qui financent le secteur agricole, ce n'est pas des banques africaines, ça ne nous appartient pas. C'est des réseaux bancaires qui appartiennent à la France, peut-être au Maroc maintenant, qui a donc dévoilé ses tentacules au niveau du système bancaire africain. Vous voyez donc que cette question-là doit être tranchée. Parce qu'aujourd'hui, si nous voulons avoir un secteur privé résilient, un secteur privé performant, qui puisse participer pleinement à cette marche vers l'industrialisation et jouer le rôle qui est le sien dans cette marche vers l'industrialisation, il faudrait qu'on trouve un moyen de financer ce secteur privé-là. Parce que on a souvent parlé ici de marché public. Vous savez que, pour faire la parenthèse, pour créer des emplois, bon, je vais rappeler la démarche que j'ai adoptée. Je n'ai pas de PowerPoint, un seul PowerPoint. C'est pourquoi je n'ai pas fait de présentation PowerPoint. Tous les documents seront donc mis à la disposition du laboratoire après. J'ai trois documents. Je vais revenir tout à l'heure sur le référentiel pour voir quelles sont les orientations contenues dans le référentiel par lesquelles l'État du Sénégal entend industrialiser le pays et créer des emplois. Mais je vais donc livrer ces... Mais je partage aujourd'hui quand même, après une petite expérience au niveau gouvernemental, je partage des aspects généraux qui permettront à vos suiveurs de savoir ce qu'on fait. Donc, aujourd'hui, le secteur privé, il y a un document sur le secteur privé que je vais vous filer après, est aujourd'hui placé au cœur des processus d'industrialisation et de création d'emplois. On a souvent parlé de marché public. Et je me dis que si aujourd'hui, l'État du Sénégal pouvait assurer à l'ASPAD au moins 500 millions de francs CFA annuels de marché sur le plan de la recherche, l'État du Sénégal aurait pu venir contractualiser avec vous des contrats de travail pour vous assurer que régulièrement, vous pouvez compter sur nous pour financer des activités. Mais prenez-nous des étudiants qui ont des masters et qui peuvent faire des enquêtes. Voyez, les marchés publics, c'est un pont par lequel l'État du Sénégal peut créer beaucoup d'emplois. Aujourd'hui, le fait de faire accéder à une petite entreprise informatique, 50 millions de marchés par année, réguliers, l'État pourrait lui imposer d'avoir des contrats de travail avec des individus, à la hauteur même des marchés qu'il encaisse. Vous voyez, donc, rien que cette brèche des marchés publics-là peut permettre à l'État de créer beaucoup d'emplois. Je me suis amusé à voir, parce qu'au Sénégal, on consacre 0,8 à 1% des ressources du pays à la consultance. Ce qui fait chaque année une centaine de milliards qui est utilisé pour produire des données, pour produire des études, pour, bon, 80 à 100 milliards par année. Et je me suis amusé à dire que si on avait organisé le milieu de la consultance en permettant à ces laboratoires-là de se spécialiser et qu'on leur permette d'accéder à ces marchés de la consultance-là, on pourrait imposer à ces entreprises-là de recruter des jeunes qui ont des masters et d'avoir des contrats. Oui, donc rien que cette brèche des marchés publics-là, vous voyez comment ça crée d'emplois. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que l'entreprise sénégalaise n'a pas accès donc, au marché public? Parce que les problèmes de finances publiques, c'est un engrenage. Le problème des finances publiques, c'est un cercle vicieux. L'État est à la quête permanente de ressources. Donc, il n'est pas plausible pour l'État, il n'est pas possible pour l'État de donner un marché d'une grande envergure à une entreprise qui n'a pas les moyens de préfinancer certains aspects. Si c'est un marché de 10 milliards, il faut au moins avoir 2 milliards pour commencer le travail. Et que l'État paye un peu. Mais quelle est l'entreprise sénégalaise aujourd'hui dans le secteur privé qui peut avoir 2 milliards pour exécuter un marché? Ce qui fait que donc, ce sont les entreprises internationales qui ont ces moyens-là, les entreprises turques qui sont accompagnées par des fonds turcs, les entreprises marocaines qui sont accompagnées par des banques marocaines, la BMCE, Attijari, tout ça, les entreprises françaises qui sont accompagnées par le réseau B6, Société Générale, et ainsi de suite, les entreprises chinoises qui sont accompagnées par Exim Bank Chine, qui peuvent préfinancer parce que dès qu'ils voient un marché, ils sollicitent la banque dit d'accord, on peut vous donner, vous préfinancer, après l'État vous paye. Toutes les dettes que nous devons à des entreprises, c'est des dettes pareilles. C'est des gens qui sont partis trouver des financements pour préfinancer. En face de ces entreprises-là, il y avait des entreprises sénégalaises qui n'avaient pas les moyens de préfinancer. L'État n'a pas pu quand même les prendre parce que quand même l'État est à la quête de ressources. Il y a des projets, il faut les financer. Vous voyez donc que l'absence de système financier adéquat est tout à fait liée donc à la dynamique de promotion du secteur privé et de l'industrialisation
que nous voulons asseoir dans ce pays-là. Donc, voyez donc qu'il y a beaucoup de liaisons qu'il faut avoir. Donc, pour vous dire que ça, c'était juste une parenthèse par rapport donc, au marché public. Il y a d'autres aspects importants. Tout à l'heure, j'ai parlé théoriquement de la redistribution, de la distribution primaire des revenus. Vous avez d'abord la distribution primaire des revenus. C'est-à-dire que le PIB est réparti en 3 grandes parties. Une première partie est encaissée par les salariés, les salaires, la rémunération du travail, parce que rappelez-vous que la fonction Cobb-Douglas, que vous connaissiez bien en économie, c'est le capital et le travail qui jouent pour créer de la valeur. Donc une partie des ressources créées va financer le travail, la rémunération du travail. Une autre partie va rémunérer le capital. Une autre partie des ressources va rémunérer le capital. C'est ce qu'on appelle les profits. Une autre partie est encaissée par l'État. Ça, c'est la répartition primaire. Maintenant, si l'État encaisse trop, ça crée des effets d'éviction. Si le secteur privé encaisse trop, ça fait des surprofits, des superprofits qui limitent la capacité de distribuer d'autres revenus pour d'autres salariés. S'il y a des sursalaires, comme on est en train de le secrétaire général du gouvernement, mon collègue El Amin le dit, il faut quand même essayer de voir comment faire des ajustements pour que le régime, faire un rebasing salarial pour voir comment on peut faire la place à d'autres salariés. Aujourd'hui, la SONAGED qui nettoie le pays a un manque criard d'employés. Alors qu'il y a des sursalaires quelque part qu'on aurait pu prendre et prendre d'autres individus. Donc, cette logique de redistribution-là doit avoir. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle la distribution secondaire de ressources, dans laquelle l'État va venir maintenant taxer, faire des transferts, pour faire en sorte effectivement que l'économie marche. Dans la théorie keynésienne, il y a beaucoup de théoriciens qui disent que Keynes réfléchissait en termes de consommation effective, de demande effective. Parce que Keynes se dit que si une grande partie des ressources est thésaurisée, épargnée, ça pénalise la consommation et la production. Donc la redistribution chez les keynésiens, c'est quoi? C'est que l'État doit taxer les plus riches pour permettre aux plus pauvres de consommer et ça va relancer le PIB. D'ailleurs, mon point de vue sur l'austérité, c'était ça. J'ai dit que c'est vous qui parlez d'austérité. Mais le gouvernement du Sénégal ne parle pas d'austérité ni de rigueur. Hein. Nous, on est dans les équilibres. Parce qu'aujourd'hui, un pays ne peut pas marcher sur des déséquilibres. Quand vous êtes déséquilibré, vous tombez. Aujourd'hui, on a des déséquilibres par rapport à la dette, des déséquilibres par rapport au déficit qui sont très supérieurs à la norme. Parce que le déséquilibre, c'est la contrainte de la création de valeur. On ne peut pas éviter le déséquilibre. Mais quand des déséquilibres sont à l'extrême, il faut rétablir les équilibres normaux et se baser sur ces équilibres-là pour faire des bons significatifs en avant. Donc ça, c'est vraiment une parenthèse également. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la distribution des revenus avec les dynamiques capitalistes qui s'exacerbent, parce que les gens n'ont pas senti quelque chose. C'est que même durant la Covid-19, la pandémie, avec l'émergence des mécanismes de réunion, de rencontres virtuelles, on a commencé à utiliser Zoom. Les gens ont commencé à comprendre qu'il n'y avait même plus besoin d'avoir un bureau pour travailler, le télétravail. Beaucoup d'entreprises à l'échelle internationale ont ont rendu des bâtiments pour dire aux travailleurs non, on ne va pas payer de l'argent pour louer des bureaux alors qu'on pouvait faire ça. Donc l'optimisation au niveau des entreprises capitalistes s'est exacerbée et le capitalisme a pris encore un envol pire. Et pourtant, durant la Covid-19, on a vu comment les États étaient importants. Parce que tout l'interventionnisme de l'État a pu régler les problèmes. Mais pourtant, en même temps, les dynamiques capitalistes se sont exacerbées. Et que l'argent du monde se concentre de plus en plus entre les mains d'individus, Big Pharma, Tesla, tout ça, ces gens-là qui se sont enrichis immensément et très vite. Et ça pose problème. Parce que s'il y a trop de surprofit, trop de superprofit, trop de sursalaire, l'argent va aller dans la main de minorités. C'est là où je comprends les hétérodoxes. Il y a un rapport de Oxfam qui montre que 2158 personnes
dans le monde possède plus que 90% de la population mondiale. 2158 personnes ont plus d'argent que 6 milliards d'individus. 6 milliards d'individus. 2158 personnes possèdent plus que 6 milliards d'individus. Mais ça, quand après la Covid, les gens se sont dit, mais il y a risque que 107 millions d'emplois soient perdus. C'est la FAO qui avait donné le chiffre, rappelez-vous, en avril 2020. Ben, je me suis dit, mais vous êtes en train de faire encore pire. C'est-à-dire que les chômeurs qui risquent d'être chômeurs parce qu'à cause de la Covid risquent de ne pas retrouver leur emploi après la Covid. Parce que les entreprises trouvent des moyens maintenant, même, de contourner ça et d'exacerber même la dynamique capitaliste. Ouais, donc l'économie mondiale est une économie qui crée beaucoup de richesses, mais qui souffre de problèmes de régulation. Il faut que les États soient plus présents, il faut que la redistribution soit mieux organisée, il faut que la consommation ne soit pas pénalisée. Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut dire. Donc voilà en introduction ce qu'on pouvait dire sur le plan des généralités. Ça permet de cadrer un peu donc, le problème que nous avons sous nos cieux en termes d'industrialisation et de création d'emplois. Et j'insiste sur cet aspect du secteur privé. Malheureusement, les pays qui ont été résilients durant la Covid-19, ce sont les pays qui ont un secteur privé performant. Au Maroc, quand il a fallu faire des cotisations ou bien un téléthon pour appuyer l'État dans la résilience, le secteur privé marocain avait généré un chèque qui faisait des centaines de milliards de francs CFA. Hein. Alors que la quête qui a été organisée au Sénégal a produit 19,2 milliards de francs CFA. Même pas 30 millions d'euros. Alors que les Marocains ont donné des milliards de dollars. Parce qu'il y a un secteur privé marocain qui est là, aidé par l'État, et qui, en retour, quand l'État a des difficultés, reviennent pour financer. Si vous partez au Nigeria, c'est les Dangote et d'autres milliardaires qui ont assisté un peu l'État. Vous partez au Botswana, la résilience s'est organisée autour du secteur privé. Vous partez en Afrique du Sud, c'est pareil. Nous, on n'a pas de secteur privé, c'est pourquoi on s'est rabattu sur la dette publique. C'est l'endettement que l'on est en train maintenant le rapport de la Cour des comptes, là, ça a commencé quand? Quand est-ce qu'on a commencé à faire des lettres de confort, des lettres de garantie, à emprunter dans les entreprises, dans les banques privées, au circuit budgétaire? Hein, aujourd'hui, quand je vois tout le débat sur... Bon, généralement, on nous dit que vous êtes les économistes de l'État, vous êtes les économistes du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pourquoi vous ne parlez pas? J'ai dit, mais on ne parle pas le même langage, parce qu'il y a ceux qui parlent de ce qu'ils savent et ceux qui parlent de ce qu'ils ne savent pas. On va quand même aller dans les réseaux sociaux, répondre à chacun. Mais il faut juste leur dire que un déséquilibre, c'est un déséquilibre. Une situation est une situation. Quand on me dit que, par exemple, le BRT de Dakar a coûté 403 milliards, déjà, ça me fait problème sur le prix. C'est trop, premièrement. Deuxièmement, je me dis qu'entre 2022 et 2023, que le BRT a été accéléré, il y a eu 605 milliards de surfinancement. Donc, le financement du BRT ne reposait pas sur les moyens du Sénégal. C'est au-dessus de nos moyens. Et les gens brandissent des infrastructures après avoir fait des dégâts. Il faut que les gens le sachent. On brandit des infrastructures qui ne profitent pas à tout le monde. Qui va prendre le TR pour aller à l'aéroport? Il y a 3 millions de visiteurs à l'aéroport qui transitent à l'aéroport chaque année. 3 millions. Et les 2 millions, c'est des étrangers. Sur 19 millions d'habitants, il n'y a que 1 million de Sénégalais qui sont connectés à l'aéroport. Vous prenez 1000 milliards pour construire un TR. Il y a un problème de priorisation. Il y a un problème de priorisation par rapport au peuple. C'est pourquoi moi je dis, je m'adresse au peuple à chaque fois. Je dis, attention, le BRT, ça profite à qui? C'est 403 milliards que le Coldois doit payer, le Casacé doit payer, le Louga doit payer. Ça profite qu'au Dakarois. Dakar a englouti 5 000 milliards de francs CFA depuis 15 ans. C'est l'équivalent de la croissance économique nominale du Sénégal. Tout à Dakar. Est-ce que ça a réglé le problème? Vous continuez à avoir des embouteillages. Donc ce pays-là a des problèmes de priorisation. Ce n'est pas des politiciens, des petits individus aigris qui vont aller dans les médias pour dire le contraire. Nous, on est des économistes, mais la situation est sous contrôle. Le président de la République est bien entouré, le Premier ministre est bien entouré. Nous savons ce qui se passe et nous allons trouver des solutions. Mais ça me permet de vous dire tout simplement que
avec l'argent, pour faire les politiques économiques qui payent, il faut un calcul économique, il faut un arbitrage, il faut une priorisation en conséquence. Sinon, vous vous lancez dans des choses pour saupoudrer les gens, pour leur montrer que vous avez fait des choses, alors que vous êtes passé à côté. Vous êtes un tir au flanc, comme on dit en théorie du management. Et ça, c'est des choses qui véritablement ont caractérisé la politique économique du pays pendant longtemps. Voilà, de manière cadrée, ce qu'il faut savoir. Je pense qu'ici, on est dans un laboratoire. Et je dis souvent aux doctorants qu'à partir de 2024, parce que l'intelligence artificielle s'est accélérée à partir de 2023. C'est-à-dire que s'il y avait 20%, 10% d'intelligence artificielle dans le monde entier, les gens ne savent même pas que le GPS existait depuis longtemps, c'est de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est là depuis longtemps, mais l'accélération, c'est-à-dire que s'il y avait 10% d'intelligence artificielle dans le monde en 2023, actuellement, il y en a 70% de plus. C'est-à-dire que ça, c'est 7 fois plus de vitesse. Aujourd'hui, le chercheur, il a quel problème? Est-ce que ces problèmes d'industrialisation que nous avons, est-ce que ces problèmes d'emploi que nous avons, c'est la facilité de l'intelligence artificielle qui nous permettra de régler ça? L'intelligence artificielle n'est pas pour nous, pour le moment. Il faut que les gens le sachent. C'est des gens qui ont déjà réglé leurs problèmes, qui ont des ressources, qui les utilisent, qui ont l'intelligence artificielle pour utiliser les ressources et faire ce qu'ils veulent. Mais nous, on a tout à créer. C'est pourquoi je dis aux doctorants, attention. D'ailleurs, j'ai commencé même à mettre ma... Parce que j'ai encadré des mémoires de master, mais j'ai vu des revues de littérature que même moi, je ne pouvais pas faire. Mais ça, c'est DeepSeek qui l'a fait. C'est Snapchat, c'est pas ChatGPT qui l'a fait, c'est pas moi. J'ai vu une revue de littérature sans faute. J'étais ébahi. Je me dis, boy, votre revue de littérature là, vous avez fait ça où? Il m'a avoué qu'il l'a fait par intelligence artificielle. Maintenant, moi, ce que je fais, c'est que je prends mes documents, je dis à l'étudiant, vous me faites vos revues de littérature par rapport à ces documents-là. Vous faites une revue de littérature par rapport à ces documents-là. C'est vrai que tu peux aller sur Internet, taper El Hadji Mounir Ndiaye le chemin, DeepSeek va vous faire le résumé de l'ouvrage, ça c'est sûr. Parce que j'ai même fait des recherches sur moi-même, j'ai vu des choses que je ne savais même pas. Donc c'est catastrophique, quoi. Les gens ont parlé de moi à 200%, alors que moi, je ne connais que 100% de moi-même. Donc, mais quand même, il faudrait qu'on réfléchisse aujourd'hui pour voir le chercheur africain, qu'est-ce qu'il doit faire. Parce que moi, j'ai dit aux étudiants souvent que, en matière de thèse de doctorat, nous devons même en Afrique rester dans les thèses classiques, pour le moment. Parce qu'il y a des gens qui font des thèses à SCC, excellent. Mais j'ai dit que nous avons toujours l'obligation, ici en Afrique, de faire l'état des lieux, de mobiliser de la théorie, de faire des simulations enfin. Ce qui fait donc des thèses classiques. Vous pouvez prendre des thèmes, effectivement, vous les traitez thème par thème. Mais ça, c'est peut-être adapté dans d'autres contextes. Mais nous, on a des problèmes à régler. Aujourd'hui, la question de l'industrialisation et de l'emploi ne peut pas être réglée avec l'intelligence artificielle. Hein. L'intelligence artificielle, c'est des choses qui sont déjà créées et programmées. Mais nous, on a des choses à créer. Il faut que ça soit clair. Et qu'on sache maintenant comment on va régler nos problèmes économiques. Je pense que donc, ça, c'est vraiment un cadrage global de la question. Et je vais revenir maintenant sur, avant de faire un peu d'entrer un peu dans le vif du sujet, en parlant de... comment dire, du référentiel et des orientations qui ont été donc mises dans le référentiel pour régler le problème. Ici, vous avez un cours que je vais partager avec vous sur le secteur privé. Et ce cours-là vous permettra de comprendre effectivement les rapports qu'il y a entre le public et le privé. Ce qu'il faut savoir, c'est que trancher la question du public et du privé pose problème. Parce que tout est public. Tout est public. C'est-à-dire que le fait que vous mettiez votre boutique ici pour vendre, c'est parce qu'on a pris mon argent, on a fait une route. C'est parce qu'on a pris mon argent, on paye des policiers. C'est parce qu'on a pris mon argent, on a payé des sapeurs. Parce qu'on a pris mon argent, on a payé des gens pour qu'ils viennent acheter. C'est pourquoi l'État vous dit, dès que vous avez une entreprise, vous payez 30% de taxes sur l'impôt sur les sociétés.
C'est même peu. Si tu regardes tous les aspects, c'est peu. C'est pourquoi dans certains pays, l'impôt sur les sociétés, c'est 50%. En France, c'est 50% que vous payez de vos revenus. Parce que tout est public. C'est pourquoi donc la frontière entre le public et le privé n'est pas tranchée en économie. Moi, je suis un spécial des PPP, mais généralement, je ne me hasarde pas à des définitions. Hein. Moi, je dis, partenariat public-privé, c'est collaboration entre l'État et le secteur. Et des gens qui pensent que c'est à eux que ça appartient. Mais ça ne leur appartient pas finalement. Finalement, ça appartient à tout le monde. Je pense que ça aussi, c'est un cadre conceptuel et définitionnel à vraiment trancher avant de s'avancer dans ces questions-là. Parce que nous savons effectivement que deux aspects fondamentaux nous permettront de surmonter le chômage pour l'essentiel. Le premier élément, c'est qu'effectivement, il faut relancer le secteur privé sénégalais. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un secteur privé, des milliardaires. C'est vrai que pendant longtemps, on a fait de la politique politicienne. Dieng va devenir président, il va Mounirou s'enrichir, il dit que donc, si Mounirou est trop riche, il va me combattre en finançant mes opposants. Et je l'écrase. Les Baratal, les Kabirumbo, tous ces gens-là on a considéré que c'était des opposants, hein, alors qu'ils n'étaient pas dans ça. Tous ceux qui ont réussi comme investisseurs au Sénégal sont sortis du pays. Aliou Sow était au Libéria, au Burkina Faso, au Niger. C'est là où on faisait des ponts. Ici, c'est les Blancs qui faisaient des ponts. Parce que s'il était au Sénégal, on va le soupçonner de financer des opposants, on l'écrase. Comme on l'a fait pour d'autres, hein, Baratal, les Kabirou, ils ont été écrasés par la politique. Donc c'est pourquoi je dis, relancer le secteur privé sénégalais. On l'a toujours dit, mais on ne l'a pas fait. Parce qu'il y avait la rationalité politicienne. Les interférences négatives de la politique sur l'économie qui ont plombé notre économie jusqu'à présent, qui nous ont empêchés d'avoir des secteurs privés. Aujourd'hui, si vous enlevez Bill Gates des États-Unis, vous créez 3 millions de chômeurs. Donc le fait que Bill Gates s'enrichit est infime par rapport à ce que Bill Gates représente en termes de distribution de revenus. Le fait que Dangote soit au Nigeria ne doit pas gêner, parce que Dangote, c'est des millions de Nigériens qui travaillent. C'est ça la logique du secteur privé. Vous partez au Maroc, vous voyez des milliardaires qui embauchent des millions et des millions. Au Sénégal, qui est la personne? Généralement, vous me pardonnez, hein, on prend des gens qui font des activités très précaires, comme la musique, le sport, ils disent qu'ils créent des emplois. Non, ce n'est pas ça de création d'emplois, c'est précaire. Parce que le jour où le gars va se rendre compte qu'il ne chante plus, il n'y a plus de rentrée, il va vendre l'entreprise. Ou bien ça va avoir des problèmes de paiement. Parce qu'il va mélanger l'entreprise avec ses activités sportives ou ses activités de musique. Non, non, non. Un secteur privé, c'est la manufacture, c'est l'agroalimentaire, c'est l'agriculture, des investissements durables. Mais pas des trucs de footballeur qui a investi, après on va dire que c'est un modèle ou bien un musicien. Non, mais ça, j'y crois pas, moi. Ça, c'est trop précaire comme système. C'est vrai que des footballeurs sont partis dans notre pays investir. Ça a eu lieu. Des musiciens ont investi. Mais je pense que c'est de cet investissement-là qu'il est question. Il faut qu'on laisse les Sénégalais devenir des milliardaires. Aujourd'hui, si on arrive en 2029 et on compte au Sénégal 1000 Serigne Mboup, dis-toi que le problème du chômage et du secteur privé est en train d'être réglé. Mais tant qu'il y a la politique et que les gens pensent que Mounirou va financer mes opposants, il faut que je l'écrase, il n'a plus accès au service public, au marché public. Je préfère donner un marché à un Turc, à un Marocain, donner ça à un... Mais c'est grave. Si Aliou Sow, feu Aliou Sow, Rahmatullahi alayhi, est obligé d'aller dans les pays de la sous-région pour faire des ponts. Mais c'est catastrophique. C'est pourquoi moi je dis souvent la vérité aux gens. Il faut que les gens qui font Sciences Po, ceux qui font droit et ceux qui font économie et gestion, sociologie, se rejoignent autour d'une table pour réfléchir sur comment régler ce problème-là. Comment déconnecter la politique de l'économie. Comment déconnecter la politique des affaires de la religion. Comment déconnecter la politique de beaucoup de choses qui plombent la capacité pour des Sénégalais lambda de devenir riches et de porter un certain nombre de jeunes. Parce qu'aujourd'hui, il faut créer une élite. C'est cette élite-là que nous avons. Aussi bien au niveau politique, on n'a pas d'exemple. C'est des gens qui s'accrochent au pouvoir. À 80 ans, ils sont encore là. C'est comme si dans la politique, ils n'avaient pas d'objectif atteint.
C'est catastrophique. Vous avez des milliardaires qui investissent mais qui veulent ramasser de l'argent très vite. Ils n'ont pas le culte de la patience. L'entreprise qui a la plus longue durée au Sénégal, vous savez, ça a duré combien d'années? Selon la NSD, 33 ans. Michelin est là depuis quand? Depuis 200 ans. Renault est là depuis 100 ans. Ford est là depuis 100 ans. Aujourd'hui, l'entreprise sénégalaise qui a la plus longue durée n'a que 33 ans. Parce qu'on n'a pas de modèle d'entreprise sénégalaise. Il faut que la mentalité du Sénégalais change. Un jour, quelqu'un m'a dit que quand le roi Mohamed VI se déplace, il amène les investisseurs marocains avec lui. Quand Macron se déplace, il amène le MEDEF. Pourquoi quand Abdoulaye Wade se déplace? Abdoulaye Wade, il se fait accompagner, Macky Sall se fait accompagner par des individus. C'est leurs amis. C'est des accointances politiques. Mais quand Mohamed VI prend un investisseur marocain et le met dans son avion, mais il met une entreprise ouverte avec beaucoup de parts qui concernent beaucoup de Marocains. Mais Bassirou Diomaye Faye n'en a rien à cirer d'un Sénégalais qui investit individuellement et qui pense que tout doit revenir à lui, à sa famille. Ce n'est pas à lui de le promouvoir. Mais si l'entreprise est une entreprise sérieuse, formelle, avec des parts qui concernent beaucoup de Sénégalais, c'est intéressant, je te prends. Je t'amène à l'étranger et je trouve des excuses. Donc il faut que le modèle de l'entreprise sénégalaise soit revu. Ça, c'est un critère fondamental pour lancer le secteur privé. Il ne faut pas transiger sur cette question-là. Je pense que ça doit être éclairci, clair, une bonne fois pour toutes. Ça, c'est... Donc, dans ce document-là, vous verrez également cette théorie-là sur la frontière publique-privée, comment relancer. Bon, je pense que pour faire la parenthèse également, au niveau du Sénégal, il y a une loi sur la souveraineté qui va être votée. Ça permettra à beaucoup de Sénégalais quand même de pouvoir avoir des entreprises dans les mines, dans l'extraction, dans les manufactures, partout où des investisseurs étrangers arrivent. Si vous voyez par exemple une opportunité quelque part où il y a un Marocain qui veut investir, il est forcé, selon la loi, d'être accompagné par un Sénégalais. Il y a deux scénarios. Soit le Sénégalais il a les moyens de prendre une part. Si l'investissement, supposons que c'est une carrière de basalte à Kédougou, il faut 2 milliards pour avoir un concasseur, avoir des camions pour exploiter. Il faut que le Sénégalais amène 1 milliard et que le Marocain amène 2 milliards et que le Sénégalais n'a pas les moyens de le faire, il le fait. S'il n'a pas les moyens, il faut qu'on crée les structures comme le fonds 6, le fonds GIP, des banques qui vont effectivement permettre à Sénégalais d'avoir, après avoir montré un business plan qui justifie que le marché est... Bon, c'est vrai qu'au niveau des mines, c'est très lucratif, c'est pourquoi tous les multinationales sont là-bas. Hein. C'est très lucratif, ça gagne beaucoup d'argent. Maintenant, il faut récupérer tout ça. Je pense qu'il y a des lois qui se préparent. Ce n'est pas contre les multinationales, ce n'est pas anti-français. C'est juste qu'après 65 ans d'indépendance, on s'est rendu compte qu'effectivement, il nous faut un secteur privé. Il nous faut des Sénégalais partout présents. Aujourd'hui, 55% du PIB du Sénégal ne nous appartient pas. Les gens disent que la dette est à 100%. Mais non, la dette est à 100%, la dette est à 150%. Pourquoi? Parce que même si notre part du PIB, on donnait ça, on paye la moitié de la dette. La dette est à 200% pour nous. La dette est à 200% pour nous. Pourquoi? Parce que si on prenait notre part du PIB, on paye la dette, on ne paye que 50%. Parce que 50% des richesses ne nous appartiennent pas. Ouais, donc ça, c'est des raisonnements qu'il faudrait que les gens, pour les réveiller, pour leur dire que vous avez du pain sur la planche, vous avez beaucoup à faire. Donc ça, c'est vraiment important. Cette loi-là va être votée. Il y a aussi dans le référentiel une dimension importante, c'est que la pauvreté au Sénégal concerne Dakar à 26%. Et ça concerne le monde rural, le monde agricole à 57%. Aujourd'hui, le fait d'avoir choisi comme premier moteur l'agriculture et l'industrie agroalimentaire, ça dit tout. Ça veut dire que le gouvernement va aller dans la brousse, permettre l'accès à l'eau, essayer de résoudre tous les problèmes qui plombent l'agriculture familiale, les régler. Et en termes de ressources, maintenant, on verra que le secteur agricole va se développer et ceci aura un impact très vite. On veut passer d'une pauvreté de 37% à une pauvreté de 15% en 2050. Donc, en 2029, peut-être on sera à 25%. Ce serait déjà pas mal. Donc, je pense qu'il faudrait agir là où il faut. Le deuxième moteur, c'est les industries extractives. Effectivement, si vous regardez l'impact de tout ce que vous entendez au Sénégal sur l'extraction, vous voyez au trésor l'impact, vous allez pleurer. On nous parle de phosphate, on parle de zirconium,
les carrières de basalte, de quartzite, le fer, l'or. Mais vous ne voyez pas les traces de cet argent-là au niveau du trésor public. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a des ratés contractuels. Aujourd'hui, on parle de renégociation des contrats. Les gens pensent que le gouvernement transige avec cela. C'est pas une question contre Cosmos ou PP ou Total. C'est pas une question qu'on est contre les gens qui sont à l'or. Non, non, non. C'est juste que le Sénégal entend maintenant, dorénavant, ajuster tous les déséquilibres contractuels qui existent dans ces domaines-là. Et ces multinationales-là qui sont là-bas sont d'accord avec nous qu'effectivement, il faudrait qu'on remette de l'ordre. Parce que quand un pays a des visées de souveraineté, a des visées de développement, prendre l'extraction comme modèle, ça signifie tout. Je pense que donc, dorénavant, j'ai dit hier à Sur Walfadjri que la renégociation, c'est un principe. C'est d'abord un principe. C'est pour dire que j'ai vu que les contrats sont déséquilibrés. Je renégocie pour vous dire que la prochaine fois, ça ne sera pas comme ça. Même si je ne gagne rien en renégociant. Je vous montre juste que la prochaine fois, nous savons qu'effectivement, il y a des problèmes. C'est pourquoi on a tenté de renégocier. Même si je ne gagne rien. Je pense que cette renégociation-là montre effectivement que nous avons la possibilité la prochaine fois, de prendre les précautions de ne pas tomber dans ces pièges-là. Donc ça aussi, c'est le deuxième modèle. Le troisième modèle, c'est les industries manufacturières. Quand vous voyez les artisans, les petites usines de montage, les différents trucs. Mais il y a beaucoup de Sénégalais qui travaillent là, mais qui ne voient pas. Même les marchés publics, ils n'en ont pas accès. Je suis allé à Ngaï un jour, je leur ai dit que vous faites de très bonnes choses. Vous êtes de très bons tailleurs. Vous faites de très bonnes chaussures. Mais vous ne pouvez pas accéder au marché public. Ils m'ont dit pourquoi? J'ai dit parce que vous êtes individuellement nés, chacun. Vous êtes petit. Vous ne pouvez pas absorber même l'université de Thiès, qui lance un marché de 20 millions pour trouver des tenues à l'UFR Santé pour les médecins, des tenues pour les gardiens. Ça fait 30 millions, vous ne pouvez pas supporter ça pour faire des tenues. Donc, vous avez besoin quand même de vous faire un consortium, de constituer des consortiums, de constituer des groupes d'entreprises susceptibles d'exécuter certains marchés publics d'envergure. Vous voyez donc que les industries manufacturières, si on agit là-dessus et qu'on fait les investissements nécessaires, effectivement, on va s'industrialiser et à ce moment-là, on va permettre à des activités informelles insignifiantes de prendre de la monnaie et que, tout simplement, parce que des fois, ce que j'ai critiqué pour le régime de Macky Sall, c'était que, d'abord, la productivité était très faible. Parce qu'on a injecté 6 000 milliards de francs CFA en 4 ans, entre 2014 et 2008, 6 000 milliards. Pour une croissance économique qui ne fait pas 30% en cumulé, c'est que la productivité est autour de 20%. C'est-à-dire que vous donnez à un Sénégalais 1000 francs, il fait une année, il revient avec 200 francs de plus. Alors que vous donnez à un Américain 1000 $, à la fin de l'année, il revient avec 2000 $ ou 1800 $. C'est très faible la manière de créer l'argent. C'est très faible. Le deuxième problème avec Macky Sall, c'est que la plupart des marchés, les effets multiplicateurs keynésiens ne sont pas encaissés, ne sont pas constatés. Pourquoi? Parce que l'argent est encaissé par des entreprises multinationales. Ouais, donc ça pose problème. Il faudrait aujourd'hui, effectivement, que l'on ait une stratégie résiliente pour prendre pour appuyer là où effectivement il faut appuyer. L'autre anomalie, il faut pas j'allais oublier, c'est que effectivement, arrivé en 2019, j'avais vu un chiffre, on avait dit que le régime de Macky Sall avait dit qu'il allait créer 500 000 emplois et qu'ils en ont créé 591 000. J'ai dit que quand même, c'est un peu quand même agresser un peu la mémoire des personnes, la conscience des gens, que de dire ça comme ça. Il faut nous dire, parmi les 491 000 emplois, quels sont les CDI? Parce que c'est facile d'aller à Diamniadio de voir une autoroute qu'on construit pour 2 ans et vous prenez des gens qui sont là et qui vont être licenciés. C'est précaire, c'est pas bien payé. Vous dites que c'est des emplois, c'est très facile. Mais quelle est la quantité de CDI? Et quel est le niveau de salaire relativement au niveau de vie? Au seuil de pauvreté? Parce que le seuil de pauvreté, c'est qu'il faut avoir 2 $ par jour.
individuellement. Si en 30 jours, vous ne pouvez pas gagner 60 000 francs individuellement, tu es pauvre. Donc, si vous prenez 70 000 francs par mois, vous payez à quelqu'un qui est individuel, on peut considérer que même si ce chiffre-là est contestable, qu'on peut considérer que selon les statistiques, il n'est pas pauvre. Mais si vous prenez un Mbaye qui travaille dans l'autoroute, comme facilitateur de trafic, qui perçoit 120 000 francs par mois, vous partez chez lui, vous voyez une femme et 2 enfants, ils sont 4. Il devrait avoir 240 000 francs par mois pour être au-dessus du seuil de pauvreté. Alors lui, donc il est pauvre. Donc, les emplois que vous créez, est-ce que ça règle les problèmes des gens? Ça aussi, c'est une question que les gens ne posent pas. Il y a le seuil de pauvreté qu'il faut respecter. Donc, le fait de dire j'ai créé tant d'emplois. Moi, j'ai demandé au président de la République, au Sénégal, de ne pas entrer dans ce débat-là. Parce qu'aujourd'hui, le fait de mettre une piste de production dans une zone, vous ne savez pas combien d'emplois vous créez. Juste mettre la piste. Quand à Fongolimbi, on vous dit que nous, de toute façon, il y a des problèmes d'agriculture parce qu'on n'a pas l'accès à l'eau. Vous mettez les transferts d'eau, vous mettez un forage et puis système d'irrigation. Mais vous n'avez pas besoin de calculer les emplois. Ça, c'est un autre travail. Vous déclenchez combien d'individus, vous incitez, stimulez l'imagination de combien d'individus pour créer des entreprises. Donc, aujourd'hui, ce que le gouvernement a mis comme pilier, aménagement et développement durable, c'est tout ce qu'il faut faire. C'est pourquoi les 4 piliers, vous avez bonne gouvernance et engagement africain, parce qu'on pense aussi quand même à accélérer le processus de création monétaire dans la CEDEAO. Ça, c'est un programme. Hein. Le président de la République, il manœuvre pour cela que ça se passe. Parce que lui, il met en avant la dimension communautaire, la dimension IMOA, la dimension CEDEAO. C'est ça son point de vue. Et il a parfaitement raison. Donc, bonne gouvernance, engagement africain, aménagement et développement durable, capital humain et équité sociale, économie compétitive. Et dans l'économie compétitive, vous avez les piliers agroalimentaire et agriculture, industrie manufacturière, industrie extractive, services à valeur ajoutée. Aujourd'hui, quand on dit services à valeur ajoutée, les gens parlent d'autre chose. Il n'y a que la révolution numérique. Parce qu'aujourd'hui, la révolution numérique est fondamentale. C'est pourquoi avant-hier, le président de la République est parti à Diamniadio. Il est parti inaugurer le New Deal, ce qu'il appelle un New Deal technologique, avec des projets importants qui vont être lancés pour organiser la résilience du Sénégal à la révolution numérique. Parce que, attention, tous les emplois que nous sommes en train de créer risquent d'être annulés, anéantis par la révolution numérique. Aujourd'hui, moi, Gabi qui m'a vendu le billet d'avion à Thiès, qui gagnait 30 000 francs pour me fournir un billet d'avion dans les années 2010-2011, je l'ai abandonné. Il a fermé son agence de voyage. Il a licencié la secrétaire, l'assistante, il a licencié 4 personnes. Ils sont fermés. Je ne les vois plus. Parce que, au lieu d'aller chez Gabi, je vais sur Internet. Il y a une plateforme anglaise, espagnole, française, Go Voyage, qui me donne un billet. Au lieu de payer 30 000 francs, je lui donne 15 € ou 16 €, il me fait un billet. Et je ne me dépasse même pas. Je ne paie pas de taxi pour aller chez Gabi, je ne fais rien. Je suis sur mon ordinateur, j'ai une connexion, je jette mon billet d'avion, et voilà. J'ai détruit un emploi ici au Sénégal, et je donne mon argent à l'étranger. Il y a Société Générale qui dit que dans quelques années, elle n'a plus besoin de guichetier. Il y a Carrefour qui dit que les caissiers n'existeront plus. Comment vous allez remplacer tout ça? Il faut la révolution numérique. Il faut s'adapter. C'est ça que le président est en train d'aller faire avant-hier. Lancer ce grand programme qui nous permettra d'être résilients. Parce que là, il a peut-être lu, parce que lui, il a suivi à mon ouvrage, parce que je l'ai dit clairement dans cet ouvrage. Dans cet ouvrage, il y a la page 54, s'insérer résolument dans la révolution numérique. La page 54. Ça, c'est la condition fondamentale de notre réussite. Après, vous avez le capitalisme sauvage à réguler. Parce que quand une personne est autant riche que si vous prenez depuis la période avant Jésus-Christ jusqu'à maintenant, vous calculez qu'il gagne 10 000 $ par jour. Il a une fortune supérieure à ça. Oui. Mais c'est que le monde va mal. Parce que l'argent n'est pas allé là où ça devrait aller. C'est concentré entre les mains d'individus. Il faut que le capitalisme soit régulé.
Je pense que ça, ce sont des éléments importants qu'il faudrait pondérer dans donc la réflexion sur l'industrialisation et sur la création d'emplois. Le reste, c'est que bon, j'ai un document que je vais partager également qui porte sur l'entrepreneuriat au Sénégal. J'ai fait un diagnostic et j'ai proposé des orientations stratégiques pour un meilleur ciblage sectoriel de la création d'emplois et d'autres emplois au Sénégal. Donc ce document-là également, je vais vous le remettre. C'est un document qui effectivement revient sur tout ce qui a été fait depuis Senghor jusqu'à Macky Sall sur la création d'emplois. Et j'ai un point de vue commun avec mon ami Ndongo Samba Sylla, que vous connaissez. Et j'aimerais bien que vous l'invitiez ici sur la question de l'emploi. Que le trickle-down economics ne crée pas d'emploi. Mais c'est pas ça qui crée l'emploi. Les gens pensent que c'est la croissance qui crée l'emploi. Non, non, non. La croissance, ça va dans la poche des gens qui investissent. Parce que, attention, le profit, c'est la rançon de l'investissement. On est coincé. Parce que pour déclencher l'investissement, il faut permettre une certaine profitabilité. Et il y a l'arbitrage international qui fait que si un investisseur voit que sous d'autres cieux, il gagne mieux, il plie bagage du bas là-bas. Donc les États sont obligés de respecter les normes concurrentielles vis-à-vis de la compétitivité hors coût. C'est-à-dire aménager le pays de manière à attirer des investisseurs. Et le profit, malheureusement, constitue un élément fondamental pour attirer l'investissement. Donc le profit, c'est la rançon de l'investissement. Aujourd'hui, si on dit que le PIB du Sénégal, c'est 20 000 milliards et que la croissance est de 5%, ça fait 1 000 milliards de croissance nominale. Si vous enlevez les 200 milliards de bénéfices de Sonatel, les 100 milliards de bénéfices de Olibia, les bénéfices de Total, les bénéfices de Bolloré, les bénéfices... Mais vous reste rien. La croissance est partie dans la poche des gens qui investissent. Donc le trickle-down économiste, ce n'est pas la croissance qui crée les problèmes. Parce que le tissu productif restant ne peut pas créer les emplois dont on a besoin. Aujourd'hui, à partir de maintenant, il faut savoir que ce qui est raté est raté. De manière incrémentale, ce qui va fonder les créations d'emplois, c'est une nouvelle approche par rapport aux nouveaux revenus et ressources qui vont être créés. Essayez de bâtir la résilience par rapport à ça. Les débouchés. Bon, c'est bon de dire que je vais inciter les jeunes à aller produire des oignons. C'est bon. Allez produire des oignons. Il y a les financements. Mais en même temps, si vous laissez l'oignon hollandais envahir le territoire, mais les Sénégalais qui produisent de l'oignon ne vont pas vendre parce que l'oignon hollandais est de meilleure qualité. Nous, notre oignon, c'est bourré de durée et de pesticides. Ça pourrit au bout de 10 jours. Alors que le hollandais, il a l'oignon que vous pouvez garder pendant 2 mois. Donc, aujourd'hui, il y a quand même un grand travail à faire pour non seulement renforcer la qualité des produits locaux, mais également pour favoriser effectivement la consommation des produits locaux, en évitant un peu l'importation. Parce qu'au Sénégal, la proportion à importer se situe à 54%. Hein. Ça veut dire que 54% de nos ressources du PIB sont utilisées pour importer. Mais ça, c'est catastrophique. Rien que le fait de réduire ces importations-là aura un impact incommensurable en termes de PIB et de création de richesses. Je pense que donc ça, c'est aussi important. Donc j'ai mis cela, bon, j'ai parlé un peu de la loi des débouchés qui a été donc théorisée par Jean-Baptiste Sey par rapport donc à la théorie de la demande effective qui a été théorisée par Keynes. Ça, c'est des théories. J'ai parlé également de l'échec des programmes qui avaient été édictés au Sénégal sur l'emploi. Rappelez-vous, Senghor avait initié en 1978 les GOPEC, les groupes opérationnels permanents d'études et de concertation, lancés en 1978, destinés aux jeunes du monde rural et administrés par le ministère de l'Emploi. À l'époque, c'était pour financer des jeunes, mais les projets GOPEC ont échoué parce qu'il n'y avait que 2% de recouvrement. Alors que c'était des crédits revolving, c'est-à-dire que vous payez, on donne à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'on donne 1 milliard aux jeunes, au fur et à mesure qu'ils payent, on prend l'argent qu'ils payent, on prête à d'autres. Mais malheureusement, les projets GOPEC ont échoué.
il n'y avait que 2% de remboursement. Et c'est vrai qu'il y avait 300 000 jeunes qui avaient été financés, il y avait 4 559 emplois qui avaient créé, mais malheureusement, c'était trop faible. Ensuite, vous avez le fonds de promotion de la jeunesse, qui a été créé, renforcé par Abdoulaye Wade, le fonds de promotion économique. Vous avez le plan REVA, qui était destiné à lutter contre l'immigration clandestine, la Guana, tout ceci était destiné à créer des emplois pour retenir les jeunes. Vous avez également la création de l'ANPEJ, de la neige et de toutes ces structures-là. L'ANAMA. Mais ça a échoué. Vous avez le Khayinawi, qui a été créé par Macky Sall. Mais j'ai participé au mois de janvier de l'année dernière à un atelier du CREFAT où le gars de Khayinawi, il venait nous dire que 68 000 emplois ont été créés. J'ai dit, mais vous avez 7 millions de demandeurs d'emploi, vous avez créé 68 000 emplois. Il ne fallait pas prendre la peine de venir nous en parler. Hein. Parce qu'on nous avait dit que le Khayinawi, c'était 450 milliards. Et que 150 milliards allaient être, injectés chaque année. Et je lui ai dit que rien que les manques d'effectifs. Parce qu'au niveau de l'État, il y a deux choses. Vous avez l'allocation inoptimale, non optimale des ressources de l'État, de l'État. Vous avez également beaucoup de manque d'effectifs au niveau de l'État. Donc il y a un travail d'optimisation qui fera que certains effectifs vont être remobilisés ailleurs. Et que si l'État fait un effort d'optimisation de ses moyens, il y aura des marges financières qui permettront de recruter le personnel manquant au niveau de l'État. Ça, c'est important. Il faut le savoir. Donc, voilà. Ensuite, vous avez donc d'autres programmes qui ont été initiés. Bon, de toute façon, le document est un document assez structuré. Et vous aurez donc un certain nombre de... Il y a juste un concept que je vois souvent, et peut-être je suis le seul à le critiquer, c'est le concept d'employabilité. Parce que ça n'a pas de sens en fait. L'employabilité, pour moi, ça n'a pas de sens. Il ne se pose pas un problème d'employabilité, il se pose un problème d'emploi. Parce que même si les gens sont employables et qu'il n'y a pas les emplois, ils ne seront pas employés. Vous voyez? Donc il n'y a pas un problème d'employabilité. L'employabilité, c'est quoi? C'est comme la supercherie des stages. On demande aux jeunes de trouver de l'emploi, après on demande de faire des stages, d'avoir de l'expérience. Vous ne pouvez pas quand même avoir de l'expérience avant de travailler. Il faut que les entreprises se donnent les moyens de former les gens et d'enlever les critères employables, le critère stage, le critère expérience. Non. Dans le contexte actuel, tout le monde peut s'adapter très vite. Le monde est maintenant, il y a l'intelligence artificielle, tu peux apprendre tout ce que tu veux. Dans ton bureau, avec Google, tu apprends tout ce que tu veux. Moi, des fois, c'est dans les conférences où je vois certains concepts. Tout à l'heure, j'ai vu un concept par Google avant que je vous parle. Je suis allé sur Google, j'ai vu un concept pour me rappeler de ce que ça signifie. Hier, j'étais en débat sur Walfadjri. J'ai tapé Google un concept pour me rappeler. Donc aujourd'hui, l'adaptation est facile. Donc le mot employabilité, je l'élimine. Il faudrait que les gens se focalisent sur la création d'emplois, parce que si vous êtes employable et qu'il n'y a pas d'emploi, vous ne serez pas employé. Alors que la formation, une entreprise, c'est ce qu'on appelle des ressources spécifiques. Un employé, c'est des fois une ressource spécifique. Il faut quand même lui donner les moyens du travail que vous voulez lui imposer. Ce n'est pas parce que quelqu'un a été à la Société Générale et fait un travail qu'arriver chez vous, vous allez le faire travailler dans la même dimension, selon les mêmes critères. Non. Vous avez votre objectif d'entreprise sur lequel il faudra le former. Je pense que ces questions-là, il faudra qu'on les tranche. C'est pourquoi le mot employabilité, je vois que non, même les autorités en parlent tout le temps. J'ai dit, mais ce n'est pas ça la question. La question, c'est la création d'emplois. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je mettrai à disposition les documents, tous les documents dont vous avez besoin. Si vous avez d'autres documents aussi, vous avez besoin d'autres documents aussi, vous pouvez me faire signe. Vous pouvez trouver aussi des documents que vous pouvez partager avec votre réseau et exploiter, quoi. De toute façon, voilà, merci de m'avoir écouté et je me soumets à vos interrogations. Merci beaucoup, professeur, pour votre présentation brillante et éclairante. On a une série de questions déjà. J'avais préparé des questions. Il y a aussi des questions dans le chat. D'abord, d'ailleurs, j'aimerais rebondir sur le dernier point que vous avez accordé concernant l'employabilité.
D'ailleurs, le professeur Aboukan, qui a été notre premier invité dans ce cycle de séminaire, il partage la même vision que vous. On lui avait posé une question sur la problématique dont on parle, d'inadéquation entre les compétences et les besoins du marché. Alors lui, comme vous, il pense que le problème ne se pose pas au niveau de l'employabilité, mais au niveau de la disponibilité des opportunités. On n'a jamais parlé de ça d'ailleurs. On ne parle pas assez de ça. Et moi, j'aimerais savoir, est-ce que ce n'est pas deux problèmes qui ont une même dimension dans notre pays? C'est-à-dire que on peut, les jeunes qui sortent des universités, par exemple, ont quand même ne sont pas assez outillés pour s'insérer dans le monde de travail, dans le monde de l'emploi. Est-ce qu'on n'a pas les deux problèmes en même temps? Est-ce qu'il n'y a pas un déficit d'opportunité, mais également des compétences qui ne sont pas assez fournies? Que moi, je considère ça comme ce que j'appelle des cloisons psychologiques. Ouais. Une fois qu'on est formé, le diplôme n'est qu'un signal. Figurez-vous que vous pouvez être à un top niveau où vous n'utiliserez que 1% de votre bagage scientifique. Vous êtes dans la routine. Oui. Donc, c'est des cloisons que les gens créent. Mais l'homme peut s'adapter à tout si véritablement il a la psychologie et le mental nécessaire. Je pense qu'il y a beaucoup de cours additionnels qu'il faudrait ajouter. Des cours de psychologie, de sociologie, et ainsi de suite, qu'il faudrait aujourd'hui intégrer pour permettre aux jeunes de croire en eux-mêmes. De savoir que ces cloisons-là, c'est des cloisons qu'ils créent psychologiquement. Parce que, voilà, c'est juste peut-être que c'est des mythes qu'il faut lever. Mais, tout comme professeur Aboukan, mon cher ami, nous sommes tout à fait en phase avec lui. Hein. Mais c'est vrai que ce que vous dites aussi doit être étudié à la hauteur de ce qu'il faut étudier. C'est-à-dire qu'il faut respecter aussi les points de vue des autres. Moi, je considère qu'effectivement, on pourra faire un effort pour effectivement voir, ça pourrait être tout bénéfique, de voir comment surmonter également ce problème d'employabilité, ce problème de compétences, ce problème d'étui que les jeunes doivent avoir avant d'arriver en entreprise. Il y a une autre question, c'est également revenu dans votre présentation. Ça concerne la qualité des emplois. C'est-à-dire que la création d'emplois est certes une priorité, mais la qualité de ces emplois est tout aussi essentielle. Donc, comment s'assurer que la politique industrielle, d'ailleurs, que prévoit de mettre sur pied le régime actuel, par exemple, ne se limite pas tout simplement à générer des emplois et que ces emplois soient des emplois précaires, mais que cette politique-là puisse favoriser la création d'emplois décents et durables pour les jeunes? Effectivement, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que quand j'ai vu le chiffre en 2019, 491, à l'approche des élections, 491 000 emplois créés, je me suis posé la question, je me suis dit, mais de quel type d'emploi cela concerne? Qu'est-ce que ça a? Moi, je suis tout à fait d'accord avec le secrétaire général du gouvernement, Aminou Lo, sur un aspect important. C'est qu'aujourd'hui, il nous faudrait intégrer une dimension de partage. Une dimension de partage. Parce que tu sais, nous, on est des croyants. Moi, je suis un croyant musulman. Je sais que tout ce qui est en surplus chez moi appartient à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il demande de faire la zakat, il demande de faire l'aumône. Pourquoi? Parce qu'il y a un surplus qui vous appartient, effectivement. Il y a un surplus qu'il faut donner. Des fois, vous pouvez vous retrouver avec... Moi, je me rappelle que lors de la Covid-19, un jour, je me suis déchaîné. Je suis parti à l'ONG 3D. On m'a donné 2 millions pour écrire un rapport. Tout de suite, je me suis rendu compte que le gouvernement du Sénégal me payait mon salaire d'enseignant-chercheur alors que je ne sortais pas de chez moi. Pendant des mois, je ne faisais rien et on me paye. Et dans la rue, je voyais des gens dont les activités étaient arrêtées et qui mendiaient. J'ai pris tout de suite 1 million, je l'ai distribué à des gens. Alors que j'en avais besoin. J'avais des choses qui n'étaient pas finies dans ma maison, j'avais beaucoup de choses que je devais acheter. Pour vous dire qu'il faudrait aujourd'hui qu'on ait cet esprit de solidarité. C'est pourquoi là où je suis d'accord avec le ministre Al-Amin Lo, le ministre secrétaire général du gouvernement, c'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse un rebasing salarial où on met plus attention aux autres pour leur permettre d'avoir des revenus décents. Parce qu'il y a quelque chose que vous minimisez.
et qui peut faire quelque chose. Des fois, moi, je donne 1000 francs à un mendiant, quelqu'un, mais je me dis que, ben voilà, je n'aurais pas dû lui donner, 1000 francs, c'est rien. Mais effectivement, 1000 francs, ça peut être quelque chose pour lui. C'est-à-dire que 1000 francs, ça peut peut-être l'empêcher, même pour 200 francs, de marcher de Bourguiba à Pékin. Tu commences à me dire? Vous lui enlevez une peine. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que dans ce pays-là, qu'on réfléchisse sur la dimension solidaire, économie sociale et solidaire, pour qu'on prenne en charge les autres et qu'on ait un modèle. Parce que le Sénégal n'a pas besoin, on n'a pas besoin de copier à chaque fois sur les autres. Nous avons un modèle adapté à nos valeurs qu'il faudrait adopter. Je pense qu'aujourd'hui, la qualité de l'emploi, c'est une question qu'il faut poser. C'est une question importante qu'il faut poser. Il faudrait aujourd'hui qu'on crée des emplois décents qui permettent aux gens de vivre correctement, de pouvoir se soigner quand ils veulent, de pouvoir manger à leur faim, de pouvoir se déplacer. C'est le minimum. Maintenant, le reste, bon. Mais ça, c'est une question importante, il faut poser ça. L'autre question, on sait que le chômage aujourd'hui, c'est une problématique qui est caractérisée beaucoup plus par l'urgence. C'est-à-dire qu'il y a un afflux constant de jeunes sur le marché du travail. Or, l'industrialisation, au contraire, est un processus qui est souvent long et progressif. Donc, la question ici, comment concilier cette réalité avec l'urgence d'offrir rapidement des opportunités aux jeunes? Comment concilier ces deux perspectives-là? Bon, je pense que pour le moment... Pour affiner, existe-t-il des stratégies industrielles qui permettent de créer des emplois peut-être à court terme? Bien sûr, bien sûr. Je pense que, vous savez, dans tout le processus industriel, il y a des phases qui demandent de la main-d'œuvre. Tout. Même l'aménagement, ça demande de la main-d'œuvre. Vous dites que ici, je vais aménager un site pour faire une zone économique spéciale. Même ces aménagements-là, c'est des cabinets, des aménagistes qui le font. Donc il y a toute une chaîne de valeur qui est là, dont l'enclenchement du processus va créer des emplois. Je pense qu'aujourd'hui, il faut savoir que c'est un régime qui est jeune. Et ce régime-là est tenu de savoir où mettre les pieds. Nous qui sommes avec eux, nous savons quelle est leur préoccupation. Quelles sont leurs préoccupations? C'est que accélération, fast track, ça ne doit plus être notre lot. Ça nous a mené à des catastrophes. Il faudrait aujourd'hui qu'on mette les pieds solidement pour faire des bons solides en avant. C'est tout ce qui a nécessité ce diagnostic global pour voir quelle est la situation réelle du pays. Aujourd'hui, on sait que la dette du Sénégal, c'est 99,67% du PIB. Ce n'est pas 70% ou 68%. On sait que le déficit public est à 13%. Ce n'est pas 5%. Ouais. Ça, c'est clair. On sait que la croissance économique du Sénégal en moyenne, c'est de 5,3%. Ce n'est pas autre chose. On sait que l'inflation est très élevée. Donc, sur cette base-là, je pense qu'on peut maintenant voir par où passer pour régler les problèmes. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que l'impatience ne nous mènera pas à grands pas, à grand chose. C'est-à-dire qu'il faudrait aujourd'hui... Mais les processus sont en train d'être enclenchés et des emplois vont être créés. Il y a une politique d'emploi qui va être définie par l'État dans quelques semaines, quelques mois. Et l'ANPEJ est là, l'ADPME est là, l'ADER est là, et les choses continuent. Les jeunes peuvent aspirer à avoir tout ce qu'ils veulent. Maintenant, c'est vrai que le processus d'industrialisation, effectivement, c'est un processus qui n'est pas lent, mais c'est un processus quand même qui prend une certaine durée. Mais que les jeunes ne désespèrent pas, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités qui sont en train d'être ouvertes aussi. Mais man, ce que je voudrais juste dire aux jeunes, c'est de voir les moteurs et de s'insérer par rapport à ces moteurs-là. Ah, bien sûr, parce que il y a des jeunes qui sont en train de dormir. Alors qu'aujourd'hui, qu'ils peuvent se faire financer pour stocker du MAD et faire des jus de MAD. Il faut y aller vite fait. Avoir son projet. Parce que nous sommes dans l'agroalimentaire. Le gouvernement veut faire de l'agroalimentaire, l'industrie agroalimentaire, la transformation des produits agricoles, l'agriculture comme pilier. Forcément, les financements sont en train d'être dégagés. Le gouvernement est en train de réorienter les financements vers ces secteurs porteurs-là. Donc aujourd'hui, le fait d'avoir son projet pour dire que moi, j'ai besoin d'espace, de matériel pour faire des jus de mangue, des jus de made, transformer, aller en Casamance, prendre des fruits, faire du cajou. Mais
Il faut y aller vite fait. Moi, ce que je dis aux jeunes, c'est allez vous rapprocher des gens qui font des business plans. Faites des business plans et insérez-vous au niveau des lignes de financement. Je pense qu'il y a beaucoup d'organismes aujourd'hui qui sont en train d'être habilités, d'être appuyés, d'être configurés financièrement de manière à accompagner les jeunes dans leur projet. Je pense que ça, c'est bien. Tout à l'heure, j'ai dit aussi qu'il y a des mesures d'accompagnement, c'est vrai. Aujourd'hui, pour asseoir la souveraineté, il faut éviter l'importation autant que faire se peut. Parce qu'aujourd'hui, c'est honteux même qu'un pays comme la Hollande qui fait 41 000 km², moins que Tambacounda qui fait 59 000 km², nous exporte de l'oignon. Ça, c'est pas bien. Avec le Maroc, on a un échange. Les camions qui arrivent venant du Maroc nous amènent des mandarines, tout, mais ils prennent des produits sénégalais. Le Mali également, c'est pareil. Je pense qu'il faut se faire ces échanges-là. Si le Maroc a voulu entrer dans la CEDEAO, et que les gens ont dit n'importe quelle connerie pour dire que non, bon, excusez-moi du terme, quoi, ils ont raconté n'importe quoi pour dire non, ils vont nous bouffer. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je pense que le commerce international, le commerce entre États se négocie. Je me rappelle que Cheikh Ahmed Yansi avait dit que, Nasser lui avait dit que je vous donne tout le riz dont vous avez besoin au Sénégal et vous me donnez juste la quantité d'oignons que vous avez. Ça, c'est un échange très fructueux pour nous. Tu penses que ce n'est pas fructueux pour les Égyptiens, alors qu'ils aiment l'oignon, c'est des gens qui aiment les sauces. Donc, ça en vaut le coup. Je pense que l'échange économique, c'est comme ça. Aujourd'hui, on demande aux jeunes d'investir, de créer des business plans, mais il y a des lois sur la souveraineté, des lois sur le secteur privé, des lois qui vont venir et qui vont nous permettre de pouvoir effectivement de protéger les activités en termes de débouchés. Parce qu'aujourd'hui, laisser le Sénégal inondé de riz alors qu'en même temps on a un programme d'autosuffisance en riz, ceci a aussi plombé la production de riz. Parce que si, quand Macky Sall avait dit qu'autosuffisance en riz en 2017, les mesures nécessaires avaient été prises et que le suivi, parce qu'il n'y avait pas de suivi. Bon, moi, je n'ai pas mon décret pour le bureau de suivi et d'évaluation des politiques et programmes publics, mais j'aimerais quand même suivre un certain nombre de projets d'autosuffisance, comme l'oignon, la pomme de terre, le riz, beaucoup de problèmes pour suivre, afin d'informer le gouvernement avec le BOX, quoi. Le BOX, Bureau opérationnel de coordination et de suivi. On suit et on dit à chaque fois au gouvernement, voilà où on en est. Il y a un projet d'autosuffisance en riz pour horizon tel, on continue toujours d'importer alors qu'on a vu des stocks qui n'ont pas été libérés. Bon, c'est de prendre les lois pour arrêter ici, écouler ici. Parce que même au niveau de l'oignon, ça se fait. Hein. Chaque fois au mois de septembre, le gouvernement arrête les importations d'oignons pour permettre à l'oignon local, à partir de janvier, d'être commercialisé. Vous voyez, ça aussi, ça se passe dans tous les secteurs. Et il y a des encadrements, parce que tout ça, il faut habiliter ça par des règlements et des lois. Vous ne pouvez pas faire ça comme ça. Vraiment, on ne peut pas faire ça comme ça. Parce que selon les textes et les institutions du Sénégal, c'est le laisser faire, laisser aller. Chacun peut aller s'attacher un Chinois et venir lui permettre d'acheter. Bon, vous savez, notre pays n'est pas très protégé. Il y a des étrangers qui sont venus chez nous pour acquérir des hectares. Alors que toi, tu ne dois pas aller chez eux avoir même 1 mètre carré. Ça, c'est un problème. Quand un Sénégalais qui a faim voit un Chinois qui lui donne 100 millions de francs CFA, mais il prend pour donner, dis non, ça c'est mes grands-parents, prenez. Après, il va prendre l'argent, aller à Dakar, peut-être pour faire la noce, puis c'est fini. Après, on perd. Je pense qu'il faut des lois. Et le gouvernement est en train de préparer des lois. Moi, la seule chose, la chose qui me plaît le plus avec ce nouveau pouvoir, c'est sa propension à réorganiser le pays sur le plan institutionnel et des règlements. Rien que ça vaut le coup pour le mandat. Remettre le pays sur les rails pour fonctionner correctement. Pour ce qui se passe, quand un Sénégalais le voit, que ça puisse passer. Il y a des choses, on vous les raconte, vous ne pouvez pas comprendre ça. Comment on peut donner 3000 hectares à un Malaisien, 3000 hectares à un, ainsi de suite. Alors que le Sénégalais, lui, il n'a pas 1 mètre carré. Il y a beaucoup de femmes sénégalaises qui ont des projets agricoles qu'elles n'arrivent pas à lancer. Elles n'ont pas accès au foncier. Et en même temps, d'autres individus arrivent, alors qu'ils ne demandent que l'eau et des moyens pour investir. En même temps, on a une monnaie dépendante. On ne peut pas avoir de planche à billets. Mais il faut réfléchir sur tout ça. On a les moyens pour financer. La terre, c'est une garantie pour une monnaie. Regarde tous les systèmes monétaires depuis Malès III au 14e siècle, 14e, 15e siècle. La monnaie est représentée sur quoi? Sur le foncier. Nous, on a du foncier et puis on dit qu'on ne peut pas avoir de monnaie. Alors que si on avait de monnaie,
On aurait pu jouer sur la planche à billets. Aujourd'hui, l'État du Sénégal doit 310 milliards de francs CFA qu'il doit donner tout de suite aux entreprises privées sénégalaises. 310 milliards. Si vous avez de tenue monétaire, tu fais les écritures rapidement. Planche à billets, tu crées un billet, mais tu te plombes parce que tout simplement tu es dépendant. Il y a une réglementation, Banque centrale, Union européenne, il y a des garanties, ainsi de suite, on plombe. Vous n'avancez pas. Parce que tout ça, il faudrait qu'on tranche ces questions-là. Parce qu'aujourd'hui, on a la terre, qui est le plus difficile dans un investissement. Le reste, c'est de la semence et de l'eau. L'eau est dedans. Je pense que c'est cette mentalité-là qu'il faut déclencher chez les Sénégalais. Pour leur dire que vous avez tout. Le reste, c'est de la semence. Il faut aller débloquer ça. La semence, et quelque part, hein, le gars l'a mis là pour demander un paiement. Il y a deux choses. Soit par force, on demande la semence, soit on dit, bon, voilà des billets. Prenez les billets et donnez-nous la semence. On libère les semences. Vous voyez ce que je veux dire? Pendant la Covid-19, les Américains ont utilisé la planche à billets. Ils ont créé 4 000 milliards de dollars pour donner des chèques à des Américains pauvres. Ça ne reposait sur rien. C'était la planche. Billets de banque créés comme ça. Tous les pays du monde utilisent ça. En Europe, vous savez ce qu'ils ont fait, la planche à billets? La Banque centrale a dit aux États, l'argent que vous devez payer aux entreprises là, laissez-le, c'est nous qui endossons la dette. Ça c'est pas la planche à billets, ça. C'est déguisé, mais c'est la planche à billets. Et nous, on nous interdit ça. On doit atteindre l'entreprise 1 milliard, il va licencier, on doit entrer 2 milliards. On a la dépendance monétaire. Après, on nous empêche tout cela. Pour moi, il y a une balle le fait d'avoir une monnaie commune là, parce que le déficit du Côte d'Ivoire, excédent au Côte d'Ivoire, moi, finance du développement, nous avons un Ivoirien, nous avons une foule, une faille, nous avons boss. Moi, je fais ce que nous assumer, comme les Marocains l'ont fait, comme les Gambiens l'ont fait. Nous assumons sur bopp. Moi, je pense que ça aussi, il faut étudier cette piste-là. Et même dans l'islam, le prophète Mohammed, il n'aimait pas les pièces d'argent. Les gens ne savent pas pourquoi. Il les donnait systématiquement. Dès qu'on lui donnait, il remettait. La monnaie là, il n'aimait pas. Il n'était pas contre. Il n'en parlait pas. Mais ça n'est jamais resté dans ses mains. Dès qu'il le prend, il le donne. Donc, voyez, aujourd'hui, il y a tout un système à reprendre selon nos valeurs pour essayer de trouver les financements. Il n'y a qu'un problème de levier financier pour permettre aux jeunes de créer des entreprises, mais aussi de protection de l'économie pour éviter les importations qui détruisent l'artisanat, qui détruisent le commerce local. C'est ça. Si on crée les règlements à ce niveau-là, on pourra régler les problèmes. D'accord, merci professeur. Il y a un professeur Penaba, la directrice, qui demande à prendre la parole. Professeur, la parole est à vous. Merci beaucoup, Mohamed. Merci infiniment, chers collègues, pour avoir fait le déplacement et cette discussion vraiment très riche. Je voudrais peut-être que vous nous aidiez à disons, éclairer d'autres aspects de la nouvelle politique industrielle. Moi, je voudrais, par exemple, que vous nous aidiez à penser ce nouveau référentiel, ce nouveau paradigme qui est, enfin, ce double paradigme même, de la souveraineté et de la probité, donc le jubal du bonti. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement une politique industrielle souveraine? Vous avez beaucoup parlé d'agroalimentaire, par exemple, mais il y a énormément d'autres secteurs qui sont intéressés. Vous avez rapidement évoqué, je pense, ou pas, l'industrie pharmaceutique. Nous avons du fer, nous avons des phosphates dans le nord et pas seulement du pays. Comment est-ce que vous pensez la politique industrielle de sorte à ce que, au-delà vraiment, parce que vous avez fait de longs et précieux développements sur l'agroalimentaire, comment est-ce que, encore une fois, vous liez l'industrialisation de tous ces secteurs-là, encore une fois, pharmacie, le fer, les phosphates, tous les domaines, pour non seulement créer de l'emploi, mais réaliser la souveraineté dans la probité? Ça, ce serait vraiment ma première question. Vous avez dit que nous allons avoir dans quelques jours la nouvelle politique d'emploi que le nouveau régime va proposer.
Dans cette nouvelle politique, bon, on l'attend avec impatience. J'imagine que, par exemple, la question de la promotion et de l'accompagnement des startups va être importante, pour ne pas dire centrale. Vous avez proposé aux jeunes d'aller faire du jus de mâle, d'aller chercher des noix de cajou. Ça, j'ai l'impression que ce sont des choses qui existent déjà. C'est précisément ce que vous l'avez dit, hein, ce que la DER fait, etc. On est beaucoup dans des activités, je trouve, qui se répètent, qui se ressemblent. Et donc, peut-être, c'est des innovations radicales ou des innovations frugales. C'est aussi, encore une fois, prendre à bras le corps. J'ai l'impression que vous avez un peu de mal avec l'intelligence artificielle, ramener à notre économie. Évidemment, moi, je suis aussi d'accord qu'il faut être très prudent, très précautionneux et regarder ce qui est en jeu. Mais je pense que c'est aussi un propulseur d'innovation et de réalisation de choses importantes très rapidement. Et dans beaucoup, sinon dans quasiment tous les domaines. Et donc, moi, ma question, c'est ça. Est-ce qu'il y a un vrai travail? Nous avons une loi maintenant sur les startups. Est-ce que nous allons avoir cette promotion, cet accompagnement de ce modèle qui dépasse l'auto-emploi qu'on voit énormément dans le pays et qui peut, encore une fois, générer non pas seulement de l'emploi, mais des richesses. Pardon. Excusez-moi. Vous pouvez avoir beaucoup d'emplois sans pour autant que ce soit des sortes d'auto-emploi très, très maigres et qui ne permettent pas d'avoir une fiscalité en hausse, d'avoir des prélèvements d'impôts importants, etc. Je voudrais finir sur peut-être deux derniers points, très rapidement. La première, c'est encore une fois, dans cette nouvelle politique d'emploi ou dans vos fonctions de conseiller, de ministre conseiller, quelle est la relation que vous faites entre la recherche et l'industrie? Je le dis parce que vous occupez aussi un poste extrêmement important, celui de coordonnateur du bureau de suivi et d'évaluation des politiques publiques. Donc, vous avez un spectre très large. Comment est-ce que la recherche vous aide à faire ce travail de suivi et d'évaluation au fond de toutes les politiques publiques, ce qui est, encore une fois, c'est énorme. En fait, vous êtes je sais pas, le vous avez un regard, en tout cas, à 360 degrés. En fait, vous regardez tout ce que l'État fait normalement et vous l'appuyez dans ce travail. Donc, encore une fois, comment vous êtes universitaire, comment est-ce que l'expertise universitaire, vous essayez aussi de la mobiliser pour que l'État voit mieux, voit plus clair et voit plus loin aussi dans les politiques publiques. Un dernier point pour moi, c'est celui de la ZLECAf. Vous n'en avez pas beaucoup parlé. Alors que c'est aussi une opportunité, vous parliez d'échange, non seulement d'intégration continentale, mais de développement de nos industries, de regarder ce dont, et vous avez absolument raison, ce dont les pays, et pas seulement les pays voisins, ont besoin pour créer ce continuum d'échange et être sur cette fois-ci un niveau de souveraineté qui ne serait pas national, mais qui serait continental. Donc, comment est-ce que vous pouvez nous aider à y voir un peu plus clair, tout en vous remerciant vraiment, chers collègues, pour vos éclairages très, très pertinents. Merci. Ah, merci beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup d'interpellations pertinentes. Je pense que d'abord, il y a eu l'industrialisation en rapport avec ce que le gouvernement entend faire dans le Djibouti Djibouti. Je pense que déjà, la logique dans laquelle le gouvernement se trouve, c'est d'abord de rétablir ces équilibres-là qui ont été vraiment perdus. Il faut remettre le pays sous contrôle. Le Djibouti est un des éléments. C'est-à-dire que dorénavant, point question à ce qu'une autorité puisse s'appuyer sur sa fonction pour s'enrichir. Point question qu'une autorité se livre à la corruption. Point question pour aucune autre malversation ou prévarication dans la gestion de l'État. C'est même le Sénégalais qui va te dénoncer aujourd'hui. C'est-à-dire que même moi, si dans mon bureau, je reçois un Sénégalais qui me parle d'un projet. Je reçois beaucoup de partenaires qui me parlent de milliards. Oui, on a des milliards ceci, on a des milliards cela, pour qu'on relaie au président et qu'on coordonne un peu. Mais si un partenaire arrive pour me voir et que je mets en avant des intérêts personnels, ça pourrait même être ébruité. On va dire que ce gars-là, il est là pour lui-même. Alors qu'avec tout ce qu'on a dit avant d'arriver au pouvoir, c'est impensable chez le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye.
C'est ça le Djub Djubal Djubanti. C'est-à-dire que d'abord, il faut des individus, une masse critique d'individus qui comprennent cela. C'est le Djub. Il faut également des gens qui sachent que dorénavant, il n'y a point possibilité de se livrer à la corruption, à la prévarication au niveau de l'État. Et troisièmement, à ce que cette situation-là, qu'on puisse la redresser. Le Djubanti. Donc ça, c'est des principes qui véritablement fondent maintenant l'action de l'État pour trouver les moyens de l'industrialisation. Il faut savoir que dans cette industrialisation-là, quand vous prenez le référentiel, c'est vrai que 30% ou bien jusqu'à 38% des financements sont attendus du secteur privé. Et pourtant, depuis Macky Sall, avec le plan Sénégal émergent, c'est ce qui était attendu. On avait dit que 70% État, 70%, 30% secteur privé. C'est parce que le secteur privé sénégalais était absent que l'État a dû se rabattre à l'endettement. Finalement, le PSE n'était plus plan Sénégal émergent, c'était plan Sénégal endettement. Vous avez vu avec le rapport de la Cour des comptes. On s'est endetté à fond. C'était plan Sénégal endettement parce que le secteur privé n'a pas participé. Mais qui a fait que le secteur privé n'a pas participé? C'est l'État lui-même qui écrasait le secteur privé sénégalais. Il est plus facile au Sénégal de s'attacher, de se liguer avec un Marocain, un Turc, un Chinois pour investir que de le faire soi-même. On ne va pas prendre au sérieux. Les lois sont taillées de manière à permettre que l'IDE, l'investissement direct étranger. C'est-à-dire que quand l'argent vient de l'étranger, on fait confiance. Mais quand un Sénégalais qui dit que oui, je vais me débrouiller, mais on ne lui fait pas confiance. Ce qui fait que donc, le président Macky Sall n'avait pas ce secteur privé présent. Il a pu le constater quand il a demandé un téléthon pour la Covid. 20 milliards de francs CFA. Là où d'autres pays, dans d'autres pays limitrophes, on a donné 200, 300, 400, 500 milliards, 600 milliards. Donc, il n'y avait pas de secteur privé. Aujourd'hui, il faut inverser cela. Quand on vous parle de Patriot Bonds, j'ai reçu une critique quand même assez constructive quand j'étais en France il y a une semaine. Quelqu'un qui m'a dit, bon, moi je vous soutiens, je n'ai rien besoin. Je suis allé le voir, il m'a dit que bon, moi je n'ai besoin de rien du tout, je vous ai soutenu, vous êtes au pouvoir. Patriot Bonds, ça sonne un peu pastef. Alors que vous voulez attirer les Sénégalais, mettez Africa Bonds ou Diaspora. Bon, pas même Diaspora, c'est un peu étriqué, quoi. Alors que tu dois les Sénégalais à l'interne, quoi. Il dit, mettez Africa Bonds ou bien vous appelez à autre chose. Mais je pense que ça aussi, les Sénégalais épargnent 3500 milliards. Les Sénégalais, ils épargnent chaque année 3500 milliards. 3500 milliards de francs CFA. Alors que le déficit ne fait pas 2000 milliards. Pourquoi on va aller à l'étranger pour s'endetter? Parce qu'il y a un travail d'intéressement du Sénégalais au financement de son économie qui pose problème. Parce que, je vous donne un exemple. La dette publique fait 100% en France. Ça crée beaucoup de problèmes. La dette publique fait 96% aux États-Unis. Ça pose problème. La dette publique fait 70%, 76% en Allemagne. Ça pose problème. La dette publique fait 100% au Sénégal. On crie. Pourquoi au Japon c'est 247% du PIB, ça ne pose pas de problème? Parce que le Japon s'endette auprès de l'épargne domestique. Ça ne pose aucun problème quand le pays s'endette auprès de son secteur. Nous, on est endetté FMI, Banque mondiale, Coopération française, AFD. La France est endettée, FMI, Union européenne. Ça pose problème. L'Allemagne également. Mais quand c'est interne, avec une monnaie yen qui est japonais, mais ils survivent tranquillement. Je pense que cette idée-là est une idée fondamentale dans le nouveau référentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute la réflexion du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, c'est comment positionner le Sénégalais à porter le développement de son pays. Quelle loi il faut créer? Quel mécanisme créer? Les IDE sont un acquis. C'est environ 8% du PIB du Sénégal chaque année. Il faudrait même fortifier. Même la Chine a reçu entre 2005 et 2015, la Chine a reçu, entre 2095 et 2005, la Chine a reçu 557 milliards de dollars d'IDE. C'est ce qui a fondé la puissance industrielle de la Chine. C'est de l'argent de l'étranger. Mais les Chinois ont su créer les lois pour dire que quand vous entrez en Chine, vous collaborez avec un Chinois pour investir. Ils ont impliqué les Chinois. Quand un Chinois va à l'étranger, au Sénégal, il l'accompagne avec un fonds pour dire au gouvernement sénégalais, protégez nos investisseurs. Ils ont été amenés foule. Nous aussi, on va avoir un climat des affaires taillé. Non pas seulement pour n'acquérir que des investissements étrangers, mais pour permettre aux Sénégalais d'avoir la possibilité de se reconnaître dans ce climat des affaires-là.
C'est extrêmement important. Donc le Djoub Djoubal Djoubanti, c'est un comportement, un nouveau comportement. C'est un nouveau paradigme. C'est vraiment le slogan du nouveau dirigeant sénégalais. Parce que, vous savez, avec ce qui s'est passé, c'était quoi? C'était qu'il y a des autorités qui ont même fait capoter des projets pour le Sénégal parce que le gars ne voulait pas leur donner de part. C'est-à-dire que quelqu'un vient te voir, j'ai un projet, j'ai 1 milliard, je voulais aller investir ça à Louga pour avoir une ferme d'élevage, faire ceci, produire des moteurs de tabaski, par exemple. Le gars lui dit, moi j'aurai combien? Eh bien, moi je m'en donne des intérêts si je n'ai rien. Tu gâches 1 milliard de francs CFA pour une population qui aurait pu créer des emplois parce que vous avez mis en avant vos intérêts personnels. On a entendu des mousses 15%, des mousses 20% ici, qui ont plombé le pays. Aujourd'hui, être sénégalais et investir, on fait tous les problèmes. Le macrocosme des affaires du Sénégal est transformé en une jungle juridique où la corruption, le chantage est là. Et donc, Djoub Djoubal Djoubanti, je pense que ça a tout son sens pour apporter les ajustements nécessaires pour que cela ne se reproduise plus. Moi, je n'en ai rien à cirer, je suis un universitaire. Je ne cherche pas de l'argent. De toute façon, la directrice Mampendes, c'est très bien ce que j'ai dit. À l'université, ce n'est pas l'argent qu'on cherche. On est passionné par la science, comme elle l'a fait, poser des questions, essayer de faire bouger le monde par les idées. Mais si c'était l'argent, on allait partir déposer pour la CEDEAO ou bien pour aller au PNUD trouver un bon emploi et à 15 000 $ par mois, ben, venir construire de bonnes maisons. Non. Donc si on est là aujourd'hui, c'est pour effectivement, dans le cadre de ce Djoub Djoubal Djoubanti-là, faire bouger les lignes, afin que le Sénégal puisse quand même trouver son salut. Il y a une autre interpellation très importante qui est vraiment cette dimension-là de notre emploi qu'il faut même dépasser, ce qu'elle a dit, c'est vrai. Et aussi, qu'est-ce qu'on entend faire de la recherche et développement par rapport donc à tout ce que le gouvernement va faire. Je pense que moi j'ai une mission. Il y a le bureau opérationnel de coordination et de suivi qui est dans le suivi quand même, parce que nous avons environ 22 réformes et 30 projets dans le cadre du référentiel qui vont être suivis. Les gens pensent qu'il n'y a pas de projet, il n'y a pas de truc, mais ils se trompent lourdement. Les gens sont dans les activités. Hein. Le Premier ministre est en train de coordonner des projets, des programmes. On est là-dedans. Pourquoi? Quand quelqu'un a posé la question tout à l'heure de savoir est-ce qu'on est en train de... Le processus est long, mais est-ce qu'on crée des gens? Mais les gens sont en train de faire le projet. L'État du Sénégal n'est pas en faillite. On a des recettes fiscales qui avoisinent les 400 milliards par mois. Et ça permet largement de fonctionner. Vous n'avez que 160 milliards de salaires, plus 200 milliards de services de la dette, et vous avez d'autres potentialités de recettes non fiscales, et bien les projets continuent. Je pense que la situation est sous contrôle. Mais effectivement, aujourd'hui, moi, dans le cadre de mon travail, pourquoi j'ai eu le plaisir à venir au LASPAD? Parce que je sais que forcément, j'aurais peut-être besoin d'eux. Parce que le suivi et l'évaluation des politiques et programmes publics, je ne voudrais pas confier ça, en ce qui me concerne, à des cabinets qui vont facturer des milliards. Je compte sur les collègues. Parce que là où un cabinet te demandera 50 millions, vous donnez à un collègue 3 ou 4 millions, il te fait un bon rapport. C'est pourquoi moi j'aimerais bien me rapprocher des collègues, pour leur demander de venir, qu'on fasse les évaluations dans ce pays. Qu'on utilise en plein régime le potentiel de recherche et de développement qu'il y a dans les laboratoires. Moi, je compte m'appuyer sur ça. Et d'ailleurs, si le président de la République a pris des universitaires comme Alénar Diop, comme moi, pour mettre au palais, c'est effectivement pour faire bouger ce bouillonnement scientifique-là. D'ailleurs, j'ai été récemment à la journée des think tanks, qui a été organisée par l'IPAR et le réseau sénégal des think tanks, avec les Cheikh Gueye, le Raza. Et là, j'ai dit la même chose. J'ai dit qu'aujourd'hui, il faut rapprocher l'université, le monde scientifique, de la présidence de la République. Et par ce canal du suivi et de l'évaluation et des réformes à faire, je pense qu'il y a beaucoup de collaborations qu'on peut développer pour effectivement faire impacter les laboratoires et tout ce qu'ils font dans le bureau de suivi. J'ai prévu même au niveau du bureau de suivi et de l'évaluation d'avoir des personnes, des universitaires, qui vont créer le lien avec les laboratoires. Pour qu'on sache qui fait quoi, qu'on ait un répertoire, qu'on ait des bases de données pour voir qui est plus propice à faire quoi. Si ça concerne la Casamance, si ça concerne qui est plus propice à le faire. Donc ça aussi, il y a également même la prévision de créer avec l'Université de Dakar, parce qu'ils m'ont contacté, il y a Serigne Bassirou qui m'a contacté, c'est pour créer un système dans lequel on va valoriser les thèses.
C'est-à-dire qu'on va créer thèse.sn. Il faut que toutes les thèses publiées au Sénégal dans le domaine des sciences sociales, bon, je ne veux pas parler des thèses scientifiques et de sciences sociales, quoi. Pas d'autres thèses. Je ne suis pas contre les hommes de lettres, hein. Mais je dis les thèses sur les politiques publiques, sur la science qui peuvent impacter le développement, qu'on ait un répertoire et qu'on fasse visible les résultats. Parce que je peux aller faire une évaluation, dépenser des millions pour trouver un résultat contenu dans une thèse, mieux démontré. Donc il faut valoriser tout ça. On peut dire au président de la République, en termes de conseiller, je peux dire au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye des choses très pertinentes tirées dans une thèse, plutôt que dans un travail d'évaluation. Je lui dis 2 phrases, je lui dis, Monsieur le Président, voilà 2 phrases, il les lit, je les ai trouvées comme résultat dans une thèse de doctorat, qui soit plus pertinent que ce que j'ai trouvé en faisant une fouille d'évaluation. Donc vous voyez qu'il y a toute une connivence à créer entre le monde scientifique et les sphères de décision. Et là, il y a une dimension très importante. C'est qu'aujourd'hui, si de plus en plus, on ne base pas les décisions publiques sur des données probantes, on court tout droit vers la catastrophe. On a pris trop d'options dans ce pays sans se baser sur la science. Les Mampenda, les Aboukan, tout le monde fait des recherches, on ne les valorise pas. Alors qu'il suffit juste... Parce que moi j'ai dit, les universitaires, j'ai dit ça au président de la République, j'ai dit que les universitaires sont moins chers que les... Je n'ai rien contre les cabinets. Les cabinets ont notre mission dans d'autres domaines, sur des projets, sur d'autres choses. Mais je dis que sur l'évaluation et les réformes, vous pouvez faire travailler des universitaires à moindre coût. Ils vont, parce qu'ils sont dans la recherche en fait. Quand quelqu'un est enseignant-chercheur, dès qu'il finit son enseignement, vous l'amenez au bureau de suivi et l'évaluation, vous lui demandez de faire une évaluation, c'est un papier scientifique qui lui permet d'avancer. Donc vous le payez en moitié la possibilité de se financer pour faire une poule. Donc vous le payez en moindre coût, c'est un échange. C'est-à-dire que lui, il dit, d'accord, je vais faire un travail pour le bureau, c'est copyright, ça appartient au bureau. Copyright, ça appartient au bureau, c'est vrai, mais vous me donnez l'autorisation quand même de faire des publications. Mais ça, faites des publications, parce que nous aussi au bureau. D'ailleurs même, avec l'ASPAT, peut-être on va lancer avec le bureau de Alinar une revue scientifique qu'on va positionner au CAMES, qu'on va positionner partout, sur l'évaluation et les réformes des politiques publiques, dans les politiques publiques, où on fait des publications. Oui, où on va travailler. Donc, je pense qu'il y a tout un chantier quand même de collaboration qui existe et qui nous permettra quand même d'être plus résilients dans ce domaine-là. Je pense que donc la recherche est très liée. Il y a aussi la ZLECAf. C'est vrai que je n'en ai pas parlé. Parce que pour moi, la ZLECAf, c'est un peu prématuré d'en parler à l'étape actuelle où nous sommes. C'est un sujet très délicat, un sujet extrêmement important. Parce que la réussite de ce que nous sommes en train de faire dépend de ce que nous ferons, nous, Africains, du potentiel économique dont regorgent les relations économiques que nous allons remettre en œuvre dans le futur. Vous savez que c'est tellement important que quand on parle ZLECAf, même au niveau local, ZLECAf, zone de libre-échange sénégalaise seulement, je ne parle pas de l'Afrique. Vous créez une zone de libre-échange au Sénégal, il y a une zone de libre-échange. Mais figurez-vous que pendant la saison des pluies, vous partez à Dara Djolof, vous voyez les Peuls, ils versent du lait caillé dans la rue. Vous voyez, mais pourquoi vous avez tout ça? Parce que pendant la saison des pluies, les vaches prennent de l'herbe. Il y a de la nourriture, il y a du fourrage. Donc ils prennent le lait, s'ils ne le vendent pas, ils versent ça. Et pourtant, quand ils versaient ça, il y avait Bagore Batili de Lima qui avait besoin de ça. Il y a un problème d'information. Si Bagore Batili était informé et que ces gens-là avaient accès à des applications bien formées, hier j'ai vu le président de la République demander au ministre des Télécommunications de créer une plateforme pour ajuster les Sénégalais par rapport à l'usage de l'Internet. C'est-à-dire qu'on accompagne les Sénégalais à l'utilisation des applications. Parce qu'aujourd'hui, si ce peuple-là avait une application Internet où il pouvait aller dire j'ai du lait caillé qui est disponible tel jour, et Bagor Bati voit l'application, il visite tous les jours, il aurait pu voir ça et les appeler. Je viendrai chercher le lait caillé. Au Rwanda, ils ont créé des applications comme ça. Il n'y a aucune déproduction agricole. Kagame en 2008, bon, pas début 2000, quand l'Internet commençait à se développer,
Il a créé un programme qui est appelé One Laptop per Child. Vous connaissez ce programme-là? One Laptop per Child. Un ordinateur par jeune. Et il a distribué gratuitement aux jeunes. Il a demandé de 5. Les applications les plus pertinentes sont créées maintenant par les Rwandais. Ils sont depuis longtemps dans l'ordinateur. Des jeunes, bon, mais bah, regarde l'ordinateur, si tu viens à l'école, nous, on a fait l'informatique dans quelles conditions? Nous avons une salle de rang. Chaque jour, tu as 30 minutes pour faire Internet. Lui, il avait donné l'ordinateur à ses jeunes. Il avait donné de l'ordinateur à chaque jeune. C'était difficile pour lui, mais il l'a fait. Aujourd'hui, les Rwandais sont plus calés que vous pour créer même une application. Tout de suite, un site Internet. En 30 minutes, il te crée un site Internet bien configuré. Tu mets tout ce que tu veux dedans. Et nous, on ne peut pas. Les Rwandais ont créé des sites, des applications qui ont permis d'éviter toutes les pertes. C'est-à-dire que même Connect Djandan, au niveau de Podor, qui a des stocks d'oignons qui vont pourrir dans 2 jours, il met ça dans l'application. Tout de suite, quelqu'un qui peut conserver, peut aller chercher ça à moindre coût. Au lieu que vous ressenez. C'est-à-dire que moi, j'ai un stock de 1 tonne d'oignons à 500 francs le kilo. Ça me fait 500 000. Ou bien j'ai 2 tonnes, ça me fait 1 million. Ou bien j'ai 5 tonnes, ça me fait 2 500 000. Je mets dans l'application, mon oignon va pourrir tout de suite. Quelqu'un qui peut conserver ça peut venir prendre ça. C'est à 2 500 000, mais je mets à moitié prix. Quelqu'un va tout de suite prendre un camion à Thiès. Mais parce qu'on n'est pas connecté aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on perd qui n'auraient pas dû être perdues. C'est pourquoi zone de libre-échange, ZDCAF, c'est extrêmement important. Mais ça demande quand même des préalables en termes de révolution numérique, de résilience sur le plan de désenclavement, la connectivité. Parce qu'aujourd'hui, Burkina Faso, si tu transportes ça au Sénégal par avion, ça devient plus cher. Il n'y a que la route qui aurait été adaptée, mais il n'y a pas de route. Il y a des coupeurs et ainsi de suite. Je pense qu'aujourd'hui, quand le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye met engagement africain et bonne gouvernance, et il met ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères, ça signifie tout. Vous n'avez pas ministère des affaires étrangères et de l'intégration africaine. Au Sénégal, vous avez ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères. Parce que le président sait que, fondamentalement, si on exploite le potentiel d'échange commercial en Afrique, on règle tous les problèmes d'emploi de l'Afrique. On n'a pas besoin d'aller importer de l'oignon de la Hollande. C'est tout simplement parce qu'ils ont les péniches, les bateaux adaptés pour le faire. Mais si on avait les routes, Abdoulaye avait théorisé les trains à Gana, les gens rigolaient. Il parlait d'autoroute Dakar-Rabat, les gens rigolaient. Il avait raison. Il avait raison. Si vous avez votre ferme agricole à Thiès, vous avez 10 hectares. Chaque année, vous faites 100 tonnes, 1000 tonnes d'oignons, ou bien 1000 tonnes de pommes de terre. 1000 tonnes. Ça fait 1 million de kilogrammes. En gros, c'est 200 millions. Et ça sort. Voilà. S'il y avait une route jusqu'à Rabat, je vais aller juste au Maroc. Je dis, mais vous venez chaque année prendre des qui. Mais j'ai des oignons qui ne coûtent pas très cher. Dès que vous amenez des qui là, avec vos camions là, des mandarines, venez dans mon champ. Et vous prenez les oignons, c'est à 200 francs le franc CFA le kilo. À 200 millions, vous prenez tout. Vous amenez au Mali, vous pouvez gagner. Au Maroc, vous pouvez vendre ça à 500 francs CFA, bon, environ peut-être 88, disons 8 dirhams, quoi. À 10 dirhams, quoi. Vous vendez ça à 10 dirhams, c'est bon. Mais il faut que quand même qu'il y ait cette connectivité-là. S'il y avait une route jusqu'à Bamako, adaptée, une route jusqu'au Burkina Faso. C'est pourquoi quand on parle d'engagement africain, de panafricanisme, les gens rigolent. Alors que la ZLECAF, c'est très sérieux. Ça peut nous permettre de régler tous nos problèmes. Mais le Nigeria, c'est 200 millions de consommateurs. Nigeria, c'est 200 millions de consommateurs. Tu peux faire une activité ici où les Nigériens t'achètent tout s'il y a la connectivité. Tout. C'est-à-dire qu'avant que tu finisses la commande, le gars, il a commandé. Il dit, boy, cette année-là, this year, all your production for me. Il va t'écrire ça. For me. L'application. Donc, toi, tu es à l'aise. Tu prépares juste les camions, tu attends mûrir, ainsi de suite. C'est ce que l'Europe fait.
C'est ce que l'AREN a fait au niveau de l'Amérique du Nord. C'est ce que les Asiatiques font. C'est nous seulement qui ne le faisons pas. Taïwan mooy jaay Japon yenn yi Corée mooy jaay Japon yenn yi ñun rek ñooy dem ba foofu di jëndi mais ñoom soxlawuñ dara si ñun. Est-ce que gis nga chinois bi dugg fi restaurant? Est-ce que vous avez vu un chinois? Xam nga les Marocains et les Sénégalais c'est un même peuple. Si, il faut aller au Maroc pour voir le nombre de Sénégalais, pour voir que ces gens-là, ils nous considèrent comme des Marocains. Je suis parti au Maroc, moi je vais au Maroc chaque année. Mais le nombre de Sénégalais que je vois là-bas, j'ai dit, ils sont très tolérants pour les Sénégalais. Ils sont partout, c'est comme un même peuple. C'est pas pareil. Le Maroc, on fait des échanges. On échange, ils nous vendent ceci, on le vend. Ils sont intelligents. Ils nous vendent des mandarines, des trucs, mais ils viennent prendre des choses. Mais le Chinois, il ne prend rien ici. Rien du tout. Le Chinois ne prend rien du tout. Même un petit manioc, il ne l'achète pas. Il considère qu'il l'a chez lui et c'est une perte de l'acheter ici. Ils ont tort, ils ont raison. Ils ont raison. Et vous allez constater quelque chose. Il y a aussi un problème de mentalité aussi pour développer les échanges. Regardez bien, si vous partez par exemple à Cité Murtala, vous voyez le groupe d'Indiens qui sont exclusifs. Ils sont une trentaine. Il y a peut-être 200 ou 300 Indiens éparpillés à Dakar. Il y en a peut-être 300 ou 400. Hein? Vous partez à Cité Murtala, ils ont une coiffure. Au salon de coiffure. Sachant qu'ils sont 300 et que chaque semaine, chaque 2 semaines, 150 d'entre eux, parce qu'ils ont plus le bas. Chaque semaine, ils ont minimum 150 d'entre eux vont aller se raser à 2000 francs. C'est 300 000 francs de chiffre d'affaires par semaine. C'est minimum 1,5 million par mois. Donc, ils ont fait venir un Indien. C'est l'Indien qui est dans la coiffure, qui les squatte. Moi, je vais me coiffer là-bas à 2000 francs. Mais je constate. Je me dis, voilà un peuple intelligent. Vous avez, quand vous battrez à Grenoble, il y a un restaurant indien qui fait un buffet. J'y vais chaque jeudi. Vous donnez 14 €, vous mangez ce que vous voulez. 14 €. Les Indiens le crèvent. Toute la communauté indienne de Grenoble mange là-bas. Le restaurant réussit. Il n'y a que les restaurants africains où vous voyez personne. Les Africains préfèrent. Donc il faut que des changements de mentalité interviennent. Il faut que quand vous êtes 10 personnes ou 15 personnes ailleurs dans un pays, qu'on puisse chercher à pouvoir créer quelque chose pour quelqu'un qui peut venir. Ils ont fait venir quelqu'un pour lui dire, bon, venez à Dakar mettre un restaurant, il va venir. Aujourd'hui, si une communauté de 1000 Chinois demande à un Chinois de venir vendre de la nourriture ici, il va venir. Tout en sachant qu'il va réussir. Ça, c'est des comportements aussi qui doivent accompagner l'industrialisation. Il faut qu'on sache que, de la même manière qu'on fait la place aux gens qu'on investit ici, on devrait quand même créer des lois pour qu'on ait les mêmes facilités ailleurs. Il faut que les Sénégalais se préparent à cela. Moi, je considère qu'un Chinois peut venir ici investir, mais demain, dans la loi sur la souveraineté, on va dire faciliter aussi aux Sénégalais la possibilité de venir investir en Chine. Parce que vous et puis, si vous avez du foncier ici, permettez à des Sénégalais de rester du foncier chez vous, c'est la réciprocité. Le Premier ministre en a parlé au niveau de sa DPG, les gens ont rigolé, mais ça, c'est profond. Vous ne pouvez pas l'interpréter ce qu'il dit là, sur le plan économique. Que la réciprocité n'est pas seulement des visas. Le Premier ministre ne parlait pas de ça. Il glissait une information plus importante pour dire que la réciprocité, ça ne se dit pas seulement des visas. La réciprocité, c'est si un Indien vient au Sénégal avoir des facilités pour investir. Un Sénégalais qui voit une opportunité qu'il peut exploiter en Chine doit avoir la possibilité d'investir en Inde aussi. Voilà des éléments importants. Je pense que Mme a posé une question importante. La ZLK, je pense qu'il faudra en parler davantage. On a des problèmes de compétitivité, c'est vrai. Les APE, on n'a pas ratifié. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cette plateforme industrielle compétitive-là qui nous permettra de présider sur le plan des liaisons commerciales. Parce que les non-réciprocités des préférences ont été levées. On ne peut pas quand même commercer comme ça avec l'Occident. Ils vont nous écraser. Nous n'avons pas les rendements d'échelle nécessaires pour être compétitifs. Les coûts des facteurs de production, c'est là où je vais finir. Nous savons pertinemment ici que les coûts des facteurs de production sont chers. Dakar fait partie des villes les plus chères au monde. 10. Dakar est plus cher que Hambourg en Allemagne. Et j'ai même constaté que quand je suis allé à Grenoble, j'étais dans un logement meublé.
J'étais dans un logement meublé. J'ai payé 40 euros par jour pendant 15 jours. Même pas 40 euros parce que j'ai payé 588 euros pendant 15 jours. Donc, quand vous calculez ça en CFA, bon. Non, 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 ça fait 350 000. 350 000. J'ai payé moins de 400 000 francs en 2 semaines pour me loger dans un appartement comme un hôtel. Est-ce que ça, c'est petit peu... Je suis sûr qu'un appartement pareil, pendant 15 jours à Dakar, tu vas payer 1 700 000. Ou bien tu auras une chambre où vous paierez 15 000 francs, mais c'est ça, une petite chambre. Et vous allez avoir des toilettes à dehors. Le même standing à Dakar, j'aurais payé plus cher. Donc je dis que Dakar est très cher. Parce que même le tacos que vous achetez à Grenoble, chez les Turcs et les Marocains, les Algériens, les Kabyles, c'est un tacos qui va coûter 6 euros. 6 euros, c'est 3200 francs CFA. Ici, le tacos coûte maintenant même 5 000 francs au Sénégal. Maintenant qu'ils vendent ça à 3 500, à 3 500. Alors que ces gens-là sont plus riches que nous. Donc, nous avons un pays cher sur le plan immobilier, sur le plan des facteurs de production. Donc, le référentiel voudrait quand même agir sur cela. C'est pourquoi, d'ailleurs, vous avez vu que les grands transferts d'eau vont permettre un accès plus facile à l'eau pour ceux qui font de l'agriculture. Il y a également un coût, un effort qui est en train d'être fait sur le coût de l'énergie. Nous savons que beaucoup de contrats hasardeux ont rendu le carburant très cher au Sénégal et l'électricité très chère. Mais les corrections sont en train d'être faites. Parce que d'ici quelques années, le coût du kilowattheure va baisser parce que les centrales vont maintenant vont fonctionner en dual fuel. On va mettre du gaz. Et que les centrales qui sont en train d'être implantées au Sénégal seront à 50% énergie renouvelable et 50% gaz. Ça permettra de casser le coût de l'énergie. Si on casse le coût de l'énergie, effectivement, le coût de facteur de production va baisser parce que l'énergie est la composante la plus importante. Et ça nous permettra effectivement de gagner en termes d'industrialisation, etc. Merci. Nous avons encore beaucoup de questions, mais malheureusement, on n'arrive pas à la fin. Donc, nous arrivons à la fin de ce séminaire. Je tiens à remercier chaleureusement le fournisseur Lajmouni Ndiaye pour son intervention enrichissante, ainsi que vous tous pour votre attention et vos questions pertinentes. Malheureusement, on n'a pas pu toutes les poser. Donc, cette séance était la deuxième d'une série de séminaires et j'espère qu'elle a été aussi inspirante pour vous qu'elle a été pour nous. Nous vous tiendrons informés des prochaines dates pour continuer ces échanges. Merci encore pour votre participation active et au plaisir de vous retrouver lors de nos futures discussions. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup. À la prochaine.